Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés. L'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires et de découvertes. Les fiers trentenaires, c'est votre rendez-vous incontournable pour vivre la trentaine à fond. La maxime « Vivons mieux, vivons cachés » est une adaptation moderne du célèbre proverbe « Pour vivre heureux, vivons cachés » du poète Jean-Pierre Clarisse de Florian. Cette approche introspective et protectrice de la vie quotidienne se décline dans plusieurs aspects de la vie actuelle et laisse supposer que le bonheur se vit mieux à l'abri des regards. À l'ère des réseaux sociaux et de la surexposition, de nombreuses personnes choisissent de préserver leur intimité sur la base de ce fameux « vivons cachés ». Beaucoup pensent qu'attirer l'attention sur soi, faire la promotion de nos acquis ou quoi que ce soit du genre peut être périlleux. Il est donc recommandé et plus sage de protéger ses projets pour mieux les réussir. Je vous donne mon avis de suite, comme ça c'est dit. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette façon de voir. Cette citation part d'un postulat de méfiance. Se priver de vivre pleinement ou partager son bonheur par peur qu'on nous le vole en dit long à la fois sur nous et sur notre conception de notre entourage. Parce qu'après tout, de quoi ou de qui se cacherait-on ? Du mauvais œil ? Mais d'où viendrait-il ? D'inconnus ou de nos proches ? S'il nous venait de personnes dites proches, pourquoi donc ces proches qui nous porteraient le mauvais œil restent-ils nos proches ? Si un ami ou un membre de la famille est incapable de ressentir de la joie face à notre bonheur, c'est un signe d'un sentiment mal placé chez lui. Si l'on ressent le besoin de cacher son bonheur à ses proches, c'est que l'on sait, consciemment ou inconsciemment, que ces personnes ne nous veulent pas forcément du bien. De ce fait, accepter de rester entouré de ces gens à qui l'on ne peut pas s'ouvrir, c'est entretenir, à mon avis, une relation hypocrite, voire toxique. À mon avis, je dis bien à mon avis, vivre caché, c'est choisir de s'adapter à une toxicité ambiante plutôt que de l'extirper de sa vie. C'est donner le pouvoir aux personnes mal intentionnées en modifiant notre comportement pour ne pas les froisser ou subordonner notre joie à leur amertume. Bref, si vous n'avez pas déjà compris aujourd'hui encore, nous parlerons de relations humaines, mais sous un angle un petit peu différent. Pour ce faire, je suis avec l'un des meilleurs réalisateurs gabonais de notre génération. Si vous boudez, venez me sortir le nom d'un autre gars de notre âge dont le film lui a valu une nomination au FESPACO. Entendez, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ce film sensibilisait sur les violences basées sur le genre. En fait, un film quasi politique qui a une nomination. Judy Kael Zamba, a.k.a. Mr. Zamba, est un journaliste, reporter d'images, réalisateur et communicant diplômé de l'INPETIC Gabon. Sa carrière cinématographique a été mise en lumière par le court-métrage dont je parlais tantôt, qui est titré « Pour le meilleur et pas le pire », sorti en 2023. Parallèlement à son travail journalistique pour le média global ou Gabon Media Time, il s'investit activement dans le paysage culturel local en tant que chargé de communication pour l'association des managers et agents d'artistes Gabon. Oui. Où il œuvre pour la valorisation de la musique et de la culture gabonaise en général. Récemment, il est passé devant les caméras sur Upper. C'est un chroniqueur, podcasteur. Le nombre de ses casquettes s'agrandit de jour en jour pour le plaisir de ceux qui, comme moi, le suivent depuis maintenant longtemps. C'est un père, un grand frère et un fils dévoué. Et aujourd'hui, on va échanger avec lui sur sa conception de « Vivons mieux, vivons
caché. Bienvenue, Mr. Zamba. Bienvenue chez les fiers trentenaires. Merci. Enfin, je souris parce que c'est la première fois qu'on me présente aussi bien. Oh là là! C'est gentil. Mon ami journaliste a dit que c'est la première fois qu'on le présente aussi bien. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas pleuré, on recommence. Tu vas bien? Ça va. Je me porte très bien. Comme j'ai pour coutume de dire aux gens, dès que ma mère et mes enfants se portent bien, je me porte bien. Ouais, ok. En fait, là, franchement, ça prouve à quel point tu es très famille, très porté sur la personne. Oui, parce que je me dis que, enfin, il n'y a rien de plus beau que les relations humaines, et que que, enfin, c'est tellement bien d'aimer quelqu'un ou de se sentir aimé que c'est le plus important. Oui, effectivement. C'est le plus important. Effectivement. En tout cas, bienvenue chez les fiers trentenaires. Oh, enfin. Je pense que ça fait un siècle qu'on en parle et que j'attendais mon tour. J'ai vu les autres, j'étais jaloux. Et puis voilà. Donc là, je suis là, c'est bon, je suis content. J'ai réussi ma vie, je peux partir en paix. En tout cas, on va profiter de toi. Parce qu'effectivement, Judy Kael, c'est vraiment... Déjà, il m'a beaucoup félicité pour le travail. Bien sûr. Et puis, écoute, il n'a pas arrêté de me dire que je viens quand. Jusqu'à... Quand j'ai commencé la saison 2, il m'a écrit pour me dire « Attends une seconde, j'ai raté mon tour. » Parce que depuis là, tu m'appelles pas. Oui, parce que pour ne pas te couper, on me reproche aussi beaucoup depuis un moment. Parce que, comme tu disais, j'ai une multitude de casquettes. Et ça fait que parfois, j'omets certaines choses. Et vraiment, je m'en excuse tous les jours. Mais il faut être proche de moi pour comprendre que je ne fais pas exprès. Mais il y a des gens qui disent « Ouais, c'est bon, tu as réussi ta vie, voilà pourquoi quand on t'appelle. » Je dis « Non, c'est pas ça. » Donc, je fais souvent... J'essaie vraiment au maximum de respecter mes engagements. Quand j'oublie un truc, ça me gêne un peu. Voilà pourquoi je demande souvent aux gens « Est-ce qu'on a fait ça ?» Ou bien, tu es sûr que... Voilà, pour éviter que la personne ne pense que j'ai fait exprès, quoi. Ok. Voilà. En tout cas, on va commencer. Et notre première question, la question principale qu'on pose aux fiers trentenaires qui nous rejoignent, c'est quel âge tu as et comment est-ce que tu le vis? Écoutez, je prends 35 ans le 6 août de cette année. Enfin... Ceux qui me connaissent depuis me disent que je ne vieillis pas. Il est éternel. Il a bien le corps économiquement durable. Voilà, et que en vérité, il y a une fois, vraiment anecdote, j'ai croisé une fille avec qui j'ai fait le CP2. Enfin, on s'est regardé en mode, on se connaît de nous. Oui. Et puis moi, il m'a dit que Nzamba, en fait, tu as le même visage que quand on était au CP2. Et ça me dit en mode, oh, comment ça va? Elle me dit que toi, non, tu te reconnais forcément. Peu importe, on se voit dans 10 000 ans. En fait, c'est pareil. Donc, non, moi, je me sens bien. J'ai pas encore de courbature. Je sais pas, j'ai pas encore mal aux pieds. Je fonctionne normalement. Donc, c'est ça qui... En même temps, 35 ans, c'est pas vieux. Hein. Et donc, on va dire quoi? Que tu le vis bien? Ouais. Je pense que même à 50 ans, je vais bien le vivre. Parce que j'ai pas... Enfin, j'ai jamais grandi avec le complexe de l'âge, de je vais devenir vieux. En vrai, moi, je pourrais être un vieux qui va toujours kiffer, quoi. J'aurais 50 ou 60 ans, mais ce serait toujours le même Zamba qui aime rigoler, qui aime machin et tout. Donc, non, ça va. Ok, d'accord. Donc, j'ai un peu parlé de toi, mais vraiment que de l'aspect technique, si je peux dire ça comme ça, professionnel. Et j'ai envie que tu nous parles un peu de Judy Kael en tant que personne. J'ai dit que tu étais un père, un frère, un fils. Et donc, nous, on connaît tous tes accomplissements. Et puis, bon, à un moment donné, tu reviendras dessus. Mais j'ai envie de savoir, ou j'ai envie que les fiers trentenaires qui nous écoutent connaissent, un peu comme je connais, la personne qui est derrière Monsieur Zamba. Ok. Enfin, c'est souvent un peu compliqué de parler de soi, mais bon. La vérité, c'est que Monsieur Zamba, c'est l'aîné d'une famille. Enfin, je suis l'aîné de ma mère et le fils unique de mon défunt père. Parce que mon père, il est décédé, j'avais, je pense, 8 ans ou 9 ans. Donc, j'ai plus ou moins été... Enfin, j'ai grandi avec mes grands-parents d'abord, parce que, bon, généralement, chez nous, les enfants grandissent avec les grands-parents. Je sais pas si c'est comme ça chez tout le monde, mais voilà, moi, je suis le premier petit-fils. Je suis le premier arrière-petit-fils. Et ma mère, c'est l'aîné, et sa mère aussi, c'est l'aîné. Donc, en fait, on est vraiment une génération des premiers de la famille et tout. Et
j'ai grandi avec une éducation de c'est toi le chef de famille, c'est toi l'aîné, c'est toi le responsable, c'est toi qui dois être là pour tout le monde. Oui. Et j'essaie, hein, un temps soit peu d'être le bon grand frère. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai failli parce que oui, j'avais aussi ma période à moi d'adolescence, j'avais aussi ma période de tu fais un peu comme tu veux, tu t'en fous de tout le monde. Et après on se ressaisit, Dieu merci. Donc après oui, j'ai aussi été papa très tôt. Je pense que ma fille, je l'ai eue. J'avais 15 ans, 16 ans. Donc j'étais un gamin, mais je peux dire que c'est avec l'arrivée de ma première fille que j'ai commencé à comprendre c'était quoi la vie. C'est-à-dire que à commencer à comprendre c'était quoi la responsabilité. Quand on te dit qu'en fait, quand tu es grand frère, tu peux te décharger, tu vois. Tu peux dire que non, moi je suis pas ton père. Hein. Moi je suis ton grand frère, tu vois. Franchement, faut te calmer. Il faut bien mettre les limites. Voilà, mais quand tu es papa, bon, déjà, c'est la plus belle chose au monde. Ça, vraiment, je le souhaite à tout le monde d'être papa ou d'être maman, en tout cas d'être parent, parce que, oui, on a toujours le côté dépenses, les couches, les bateaux. Au début, il y a un petit stress là, mais après, c'est un kiff. Vous n'avez pas idée. Donc, j'ai eu ma fille et j'ai commencé à prendre les choses au sérieux, quoi. J'ai commencé à travailler. Parce que oui, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai commencé très tôt à travailler parce que j'avais en tête le truc de pas ajouter une charge à ma mère. Voilà. Parce que je dis toujours ma mère, je n'ai pas dit que c'est la seule qui était présente pour moi, mais c'est la seule, ben oui, qui a toujours été présente pour moi. En vrai, vraiment dans tous les sens du terme enfin, je sais pas comment je peux décrire ça. Physiquement, émotionnellement. C'est-à-dire que ma mère, en vrai, elle aurait beau avoir 0 franc dans sa poche, qu'elle soit seulement là assise, c'est bon, quoi. C'est-à-dire que si moi j'ai un problème et ma mère est seulement là assise, c'est bon. Sa seule présence suffit. Voilà, je vais gérer. Tu vois un peu. Et donc, j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma fille, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à apprendre à voir la vie différemment. Et après, Dieu merci, j'ai fait quand même un peu d'études. Je suis quelqu'un de très sympathique. C'est vrai. J'assume ça, de très sympathique. Son visage, on dirait pas haut, mais... Voilà. Au premier abord, il regarde un peu les hauts. Tu as l'impression qu'il te regarde de haut, mais non. Et c'est toujours ça. La première fois qu'on me voit, il paraît que je suis toujours nerveux. Je suis toujours machin. Vrai, je dis que ton visage est toujours fermé. C'est ça. Mais non, derrière le visage fermé que vous voyez tout le temps, il y a quelqu'un de très sympa et qui aime voir les autres contents, qui aime voir les autres heureux. Parce que je me dis que je dis souvent aux gens que le début du bonheur, c'est de voir quelqu'un d'autre heureux. Parce que ça ne sert à rien d'être heureux seul et puis les autres sont là, ils ne kiffent pas. Moi, j'aime quand tout le monde kiffe, quoi. Si on pouvait s'éclater nous tous, ça leur est bien. Et puis, j'aime faire du bien autour de moi. Et j'aime dire ça aux gens, faites du bien autour de vous. C'est vrai, c'est son slogan. Voilà, parce que, franchement, si je vous dis combien de portes, le fait d'être sympathique avec quelqu'un, en fait, il y a des moments où je me retrouve à des endroits où je me dis que, je fais quoi ici? Ou quelqu'un te dit que, Jean, monsieur, ça va, machin. Tu dis que, non, laisse, je ne peux pas comprendre, mais en tout cas, c'est bon, tu es quelqu'un de bien, machin et tout. Et je pense que ça part de mon éducation. J'ai grandi dans une famille où il y a des jours, je m'assois et puis je me demande, mes grands-parents, ils ne se sont jamais discutés. Genre, il n'y a jamais eu des cris, machin, tu m'énerves. Jamais. Vraiment, jamais. Nous, on était toujours dans un mood où on rigolait. Mon grand-père, franchement, le mec, c'est le champion national, international. C'est genre en fait, tu vois, mon visage masculin, quoi. Genre l'homme parfait, c'est mon grand-père. Tu vois, parce que mon grand-père, lui aussi, enfin, il est super. Ma grand-mère a dit, mon mari, il est super intelligent. C'est-à-dire que mon grand-père, jusqu'à l'heure où je te parle là, je pense qu'il fait un doctorat, je sais pas en quoi. Ah ça? C'est-à-dire que le mec, il ne s'est pas arrêté
d'apprendre, de kiffer. Il est vraiment... il a été professeur. Bon, il est professeur d'université, il a coaché des études, il est inspecteur, il fait des trucs, mais il n'arrête pas d'apprendre des choses, de faire des trucs, tu vois un peu. Et lui aussi, c'est pareil. Moi, j'étais un enfant super, super turbulent, c'est-à-dire que j'aimais jouer, il ne m'a jamais tapé. Il ne m'a jamais puni. Ma grand-mère, si. Elle me punissait, elle me mettait à genoux, les trucs comme ça au piquet. Mais mon grand-père, il était toujours en mode, viens là-bas, viens là-bas. Il te conscientise. Ouais, tu trouves pas que... Hein? Ça, c'est pas... C'est pas normal. Et un jour, mon grand-père m'a parlé et j'ai pleuré. Et j'ai senti une gêne. En fait, il était en mode, oh, moi, je te parlais pas pour que tu pleures, en fait, pour que tu comprennes. Te mettre mal tu vois. l'aise, Mais il me parlait pas mal. Sauf qu'il m'a mis dans une posture psychologique où j'étais en mode, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Et puis, si papy me parle comme c'est que ce genre, il n'a pas aimé. J'étais dans la posture de l'enfant qui... J'ai senti que j'ai failli jouer un peu. Mais il m'a dit ça avec des mots vraiment sympathiques. Mais vrai, j'ai pleuré. Je te jure, ma mère, que j'ai pleuré. Et puis après, il m'a dit non, ne pleure pas, je ne voulais pas que tu pleures et tout. Mais... Et c'est cette façon de faire là que moi j'ai gardé, même avec mes enfants. Avec tes enfants. Tu vois, moi... Mes enfants, c'est des oufs. Hein. Des oufs dans le sens de... Jusque-là, bah oui, ma fille, elle a fait une bêtise une fois. Vite fait, quoi. Mais je pense que ce qui m'a... Enfin, un peu fait bizarre dans cette histoire-là, c'est que... En fait, elle avait fait une bêtise et elle savait que ça n'allait pas passer. Ça n'allait pas passer du tout, ça n'allait pas passer du tout. Et donc, elle en a parlé à ma mère et à ma petite sœur qui est en France. Et donc, en fait, ma petite sœur lui a dit, si tu ne dis pas ça à ton père, moi, je vais lui dire. Et elle a fait genre, mais non, tata, je t'ai dit ça parce que je veux pas que machin. Et un jour, parce que je me déplace beaucoup, et si, bon, enfin, ouais, malheureusement. Et donc, je pense que j'étais à Dakar, en mission et tout ça, et je vois mon téléphone commence à vibrer. Un message, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et une autre vocale. Et dans l'autre vocale, elle est en train de pleurer. Genre, papa, voilà, j'ai pas voulu, et tout. Elle a pleuré. Et j'ai laissé peut-être 3 jours, j'ai pas répondu. Ah, c'est une punition psychologique. Voilà, et je suis revenu au Gabon. Quand je suis revenu au Gabon, je suis rentré à la maison et tout, et elle était assise en mode... genre, le regard fouillant et tout ça. J'ai encore fait la même chose. Je suis rentré, j'ai dit bonsoir à tout le monde, j'ai dormi. Et oui, je l'ai puni. Tu vois, je ne l'ai pas tapé, je n'ai pas fait des trucs, mais elle n'avait plus droit au téléphone. Et je lui ai dit qu'en fait, j'avais été un peu déçu. Parce que non, elle n'aurait pas dû faire ce qu'elle avait fait. Et tout ça, et après, j'ai expliqué pourquoi j'allais prendre un certain nombre de mesures pour son bien. Tu vois, c'est-à-dire que je lui ai dit que sur le coup, tu ne vas pas comprendre. Hein, c'est normal, tu seras choqué, mais tu vas comprendre après. Et je pense qu'elle a fait 3 ans sans téléphone. Et c'est l'année passée que on lui a rendu le voilà, téléphone. parce qu'il y a eu tout un groupuscule. Les gens se sont ligués contre toi. Il y a eu des tatards. Sa grand-mère m'a fait asseoir, on a fait une réunion. Et après, oui, j'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'efforts. Bon, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts, mais c'est bien comporté. Elle a bien... Et puis, elle a bien validé son année aussi, l'année passée. Et cette année, encore Dieu merci, elle passe en terminale D. Et donc, en vrai, Monsieur Nzamba, que vous voyez dehors, souvent visage fermé, est quelqu'un de sympathique et de quelqu'un de très, très sensible. C'est bizarre, hein. Les gens qui me regardent m'ont dit que lui, tu vois. Mais si... Je suis quelqu'un de très très sensible. Et je pense que c'est peut-être pourquoi j'évite de trop m'ouvrir de suite à quelqu'un ou aux gens. Je prends vraiment le temps de te connaître, de faire des trucs parce que contrairement à ce qu'on pense, la sensibilité, c'est pas seulement je pleure à tout bout de champ. Non. La sensibilité, c'est aussi des gens qui... Les gens éponges qui prennent les sentiments des autres. Voilà, tu vois un peu. C'est-à-dire que j'évite parce que on peut arriver à s'attacher à quelqu'un
Après, ça part en cacahuète, tu vois un peu. Et donc, non, ne jugez pas souvent la personne que vous voyez aux apparences. Vite fait comme ça, là, énervé quelque part, bien debout sous le soleil, parce qu'il y a des contextes. Même dans le monde, la plupart du temps, toi, tu n'es pas quelqu'un qui sort énormément, tu vois. Voilà. Quand tu es dehors, c'est que tu es en train de bosser. Tu vas pas être en train de faire le pitre pendant que tu travailles, tu vois. C'est ça, du coup, aussi. Ouais, du coup, essayez d'analyser la situation, l'endroit où il se trouve, ce qu'il est en train de faire, voilà. etc. Ne partez pas du principe où c'est quelqu'un qui est désagréable juste parce que il est au travail, il est carré, il est chef, ou il est nerveux. On m'a dit que non, tu es nerveux, tu es en train de bouder. Oui, c'est un trait de caractère, je suis un boudeur. Ça c'est, ne vous inquiétez pas, c'est vrai. Je suis un boudeur. Mais en vrai, quoi, et ça c'est vraiment... Dans le cas du travail, par exemple, c'est les gens qui ont collaboré avec moi qui vous diront que, en fait, non, le mec, il est juste en train de faire son travail. Ne pensez pas qu'il est contre toi, tu vois un peu. Hier, j'étais à un événement. Encore petite anecdote, désolé, j'espère que ça va pas être trop long pour ce podcast. Hier, j'étais à un événement et, comme d'habitude, je filmais, je prenais des images et en fait, je devais monter en même temps et publier. Et donc, quand je sors de la Cité de la démocratie ou du palais des congrès, comme on appelle ça maintenant, je reçois un message, d'accord, pas d'une amie. Et plus si affinité. C'est une fille que j'appréciais beaucoup. Voilà, mais que j'ai un peu dessus quand même, au passage. Et donc, elle m'avait bloqué et tout ça et machin. C'était fondé, hein, elle avait le droit de me bloquer. Et elle m'a écrit en mode, genre, tu m'as vu et tu m'ignores. En fait, j'étais à partir de là-bas, j'étais peut-être 2 heures après. Je pense que j'étais au charbonnage en mode, je suis traversé la route, je dis que je t'ai vu où? Je me retourne genre, je t'ai vu où? Après j'appelle, je dis que je t'ai vu où? Elle dit que tu m'as pas vu au palais de congrès, tu es sérieux? S'inquiète. Je dis que je ne t'ai pas vu, je te jure ma mère. Elle me dit j'étais en face de toi, je t'ai même regardé, on s'est regardé. Mais ma chérie, pourquoi tu n'es pas venue lui dire qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois un peu, non? Je dis que non, sincèrement, ok, peut-être que j'ai été vu, mais genre, je t'ai pas vu dans le sens de je sais que c'est toi. Parfois, tu regardes un endroit et puis tu ne regardes pas la personne ou l'endroit exact, tu es dans tes pensées. J'ai essayé d'expliquer ça et j'ai même dit, et ça c'est valable pour tout le monde. Vous savez, pour les vidéastes par exemple, ou en tout cas pour ceux qui prennent des images, quand on a 100 personnes devant nous, en fait, on ne regarde pas les 100 personnes. Je sais pas comment je peux expliquer ça, quoi, mais on peut avoir 100 personnes devant nous et ne regarder que 2. Je sais pas si tout le monde arrive à faire ça, mais moi j'arrive à faire ça. C'est-à-dire qu'on peut me mettre 100 personnes devant moi. Et moi je filme, et c'est les gestes de 2 personnes que je veux. Et donc je fais abstraction des autres. Tu vois un peu. Donc ça arrive tout le temps. Et je me retrouve par exemple là à m'expliquer tout le temps par rapport à ça quand je suis à un événement. Donc quelqu'un me dit comment tu m'as pas vu, que tu m'as pas vu, tu es sûr? Mais je suis en train de filmer, les gars. En tout cas, quand vous voyez les gens dehors, si vous voulez vraiment... Interpelle la personne. Interpellez-les. Tu vois, c'est différent de tu m'as interpellé, je refusais de répondre par exemple. Parce qu'il y a des gens... Moi, par exemple, je vois pas de loin. On va être là, je vais te regarder. Si je n'ai pas parfaitement reconnu ta morphologie, parce que tu as une morphologie différente, frère. Tu vois un peu. Prenons le cas des femmes, par exemple. La coupe change tout. Je te dis que... jours. Si tu as un tissage avec... C'est pas moi... C'est pas facile. Enfin, je sais pas, mais je te dis la vérité. C'est-à-dire que la femme a cette capacité de se... métamorphoser. Franchement, il y a des jours où moi-même je dis que, c'est toi. Tu vois un peu. Donc, et dans un événement, tu n'as pas le temps de te concentrer pour dire que ça c'est qui. En fait, vraiment. Et pour ceux qui me connaissent un peu, quand je suis à un événement, enfin, je salue presque tout le monde. Parce que je pars du principe que je connais forcément la personne là, non? Mais je salue d'abord, je vais réfléchir après. C'était qui, tu vois, pour éviter que la personne ne pense qu'en fait on s'est vu et je n'ai pas salué. Mais c'est complexe, tu vois, parce que on va pas... Tu vas pas réfléchir à ça tout le temps. On a des problèmes aussi, tu vois, donc c'est ça. En tout cas, j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu es l'aîné de ta famille. Et que on t'a très vite responsabilisé quant à ça, au fait que, écoute, tu es l'aîné. Comment est-ce que tu l'as vécu? De manière, je sais pas, en termes de sentimental, émotionnel, comment est-ce que les hommes vivent le fait d'être l'aîné de la famille et comment est-ce qu'on vit en tant qu'Africain le fait d'être l'aîné de la famille, en fait, dealer avec les responsabilités que la famille vous dépose et tout. Comment toi, tu l'as vécu? Bon, moi je pense que pour mon cas, c'est un peu particulier parce que, et je pense aussi
qu'en général, c'est particulier. Ça dépend des contextes. Moi, pour mon contexte familial, déjà, l'homme, c'est le chef de famille. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aurais été le dernier de ma famille et les aînés, c'était des femmes. On allait me dire que c'est toi l'homme, c'est toi qui protèges les autres. Toi qui protèges les femmes de la famille. Est-ce que tu vois? Donc moi, quand j'ai grandi... Déjà, en vrai, hein, je n'ai reçu aucune pression de personne. Ok. En toute sincérité. C'est-à-dire que moi, je pouvais même aller faire ma vie. Ma mère n'allait jamais m'appeler pour me dire que mais non, mais toi, tu sais que... Non. Sauf que, comme je le disais, j'ai tellement tout fait trop tôt que je ne trouvais ça que normal, quoi. En fait, tout ce que moi j'ai toujours fait, pour moi c'était normal. On ne m'a jamais fait ça pour me dire que ça relève de toi. Ou bien, non. On me disait de manière logique que... C'était instinctif, en fait. Voilà, que en fait, non, c'est toi l'aîné. Voilà, c'est sans pression aucune, hein, vraiment sans pression aucune. Maintenant, toi, en tant qu'aîné, tu réfléchis un peu, tu sais ce qu'un aîné, ça veut dire. Tu vois un peu, et tu t'y attelles. Enfin, je dis souvent que je fais comme je peux, tu vois. Mais je pense aussi qu'en tant qu'aîné, eh ben, il y a des fois où j'ai failli. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que et là, je pense aussi, oui, que les parents qui souvent... Bon, c'est défini comme une pression. Parce qu'on n'a pas souvent le juste milieu dans la façon de dire à l'enfant que c'est toi qui dois gérer. Non. En fait, ils veulent te préparer. Je pense qu'ils veulent préparer. Leur départ. Voilà, leur départ et préparer les enfants à vraiment savoir très tôt c'est quoi être responsable. Tu vois, parce que moi, par exemple, avec ma fille, je lui dis tout le temps que si moi je pars un jour, c'est toi qui es responsable de tes petits frères. Tu vois, et malheureusement pour elle, papa, il a fait beaucoup d'enfants. Enfin, on a fait 2 avec 2 mères différentes. Du coup, je dis que oui, c'est toi qui seras le pont. Tu vois, déjà, la preuve, moi, je m'arrange parfois à ce que ma fille, quand je dois avoir tous mes enfants, ce soit elle qui va les chercher tous. D'accord? Pour qu'elle ait la responsabilité déjà de savoir que si moi je ne suis pas là, c'est elle qui est responsable de ses petits frères. Tu vois un peu. Donc oui, mais je ne veux pas lui dire que non, tu ne vis pas ta vie. Parce que non. Ça, c'est comme avec un enfant. Moi, je dis souvent que mes enfants, c'est un investissement. Mais c'est un investissement pour eux. Pas pour moi. Parce que je te jure, ma mère, le jour où moi je suis assis chez moi et que mes 10 enfants, parce que j'en veux 10, et que mes 10 enfants... C'est là, mon Dieu. Oui, j'avais 10. Et que mes 10 enfants ont tous réussi, que personne ne s'occupe de moi, j'aurais réussi ma vie. Tu vois, je ne suis pas dans la logique des parents que quoi? Moi, non. Ils vont s'occuper de moi. Non. Vraiment, moi, hein, si tous mes enfants ont un toit, ils ont leur salaire, ils ont leur truc, franchement, ils auront le papa le plus kiffant. Tu sentais que moi, il sera en mode haut. Donc, alors là, c'est la bosse, ça va tomber. Ça va là-bas? Oh oui, papa, ça va et tout. Ils sont avec leurs enfants. Tu vois, quand je vois les petits-enfants, ils viennent tous les dimanches chez moi, machin et tout. Oui. Je n'ai pas envie que quand j'ai fini, ma fille ou mon garçon soit obligé de me garder maintenant. Non, je ne veux pas ça. Moi, je veux vivre chez moi. Je serai chez moi dans ma maison. Je serai chez moi. Si je suis trop vieux, on va prendre une nounou, je sais pas qui. Pas une nounou, bon, une dame qui viendra me faire à manger. Ou mes enfants viendront, tout le monde ils voudront. Mais je ne serai pas leur responsabilité, mais leur charge, tu vois un peu. Donc, non, je pense, moi, j'ai pas eu de pression dessus. J'ai très bien vécu le fait d'être aîné. Au contraire, moi, je trouve que c'est un kiff de pouvoir faire asseoir les gens et puis de dire que voilà, en tant que grand frère, je pense que tu vois un peu. Ouais, mais ça, c'est le côté amusant. Mais oui, moi, je pense que non, j'ai pas eu de pression. Et je pense qu'il faut préparer les enfants à être responsables, qu'on soit aîné ou pas. Il faut être responsable. D'accord. Et du coup, là, on va revenir vite fait sur ta carrière. Moi, j'ai découvert, pour te dire, ne te moque pas de moi, culture générale très faible. Ok. J'ai découvert le FESPACO quand j'ai vu que tu avais été nominé. Ah bon? Oui. Ah, ok. Une bonne chose de faite. Oui. J'ai découvert le FESPACO quand j'ai vu ta nomination. D'accord. Ou celle de Junior. C'est qui de vous deux qui a été nominé le premier? Junior a eu une nomination ou bien c'est parce que Junior a joué dans ton film? Junior a coécrit le scénario de mon film. Ok, d'accord. Donc, et ça, c'est une exclusivité. Oui. En gros, donc, votre... Et il était aussi au FESPACO. Il était venu. Mais lui, en fait, Junior, c'est que... Enfin... Moi, je se retrouve à appeler Junior vite fait. Junior, c'est quelqu'un de particulier parce que c'est un petit génie. Je ne lui ai jamais dit en face. Hein. C'est notre ami. Voilà, Junior m'apprécie le beau. Voilà, c'est un petit génie. Et en fait, c'est quelqu'un de
tellement intelligent que quand il veut faire quelque chose, il le fait. Pour le cas du FESPACO, par exemple, il n'était pas nominé, mais il a voulu participer au FESPACO. Donc, il a pris son billet, il a payé ce qu'on paye quand on veut participer, avoir des passes pour le FESPACO. Et on y était ensemble. Je pense que c'est sûrement et du coup, ça. oui, c'est pour ça que, en fait, moi, j'ai connu le FESPACO, c'est vous deux. C'est à cause, je sais pas qui en premier sur l'actualité de qui je l'ai vu en premier, mais c'est à ce moment-là que je découvre le FESPACO, à cause de ta nomination, par rapport au film qu'on découvre qu'il a coécrit. Oui. Et je crois qu'il joue dedans, ou son grand frère joue dedans. C'est son grand frère, Curly. Voilà. C'est l'acteur principal. Donc, tu te retrouves à avoir une nomination comme celle-là. Comment est-ce qu'on vit ça en tant que normalement juste vidéaste? Tu te retrouves réalisateur, tu as une nomination. Comment tu vis ça? Bon, déjà, il faut retenir que la nomination intervient dans un cadre académique. C'est-à-dire qu'au FESPACO, il y a des catégories. Et il y a une catégorie film d'école africain. Et moi, l'école où j'étais, donc l'INPETIC, au département audiovisuel, option réalisation, script, production, parce que c'est ça mon diplôme. Je suis technicien audiovisuel. Option réalisation, script, production. Et en fait, en fin de cycle, vous avez l'obligation de faire un film de fin d'année. D'accord, qui vient un peu plus ou moins être... C'est comme un rapport de stage, quoi, voilà, comme on fait dans les écoles. Tout à fait. Et donc, dessus, les différents techniciens aussi sont notés, donc les cadreurs, les monteurs, c'est aussi leur projet de fin d'année, en fait. Et donc, dans ça, il y a des films déjà en interne à l'école qui sont sélectionnés pour être envoyés là-bas, pour être présélectionnés aussi. C'est-à-dire que, en fait, pour aboutir à ça, il y a une sélection qui est faite dans différentes écoles de films. Et maintenant, au FESPACO, on en tire un nombre. Je pense que nous, il y avait à la base, je pense, 1200 films. Et on en a retenu... Est-ce qu'il y avait même 100? Ben non. Bon, en tout cas, ce que j'avais apprécié cette année-là, c'est que c'était la première fois que le Gabon a 4 représentants dans le cadre des films d'école. C'est-à-dire qu'il y avait 4 films de notre école, donc du Gabon. On était les seuls d'ailleurs. Les autres avaient un film, machin, sinon pas. Donc c'était ça. Celui qui m'apprend que je suis nominé au FESPACO, c'est le boss, Serge Abbé Solo, qui m'appelle et qui me fait « Oh, monsieur Namba, donc là vous allez au FESPACO ?» Je fais genre Comment ça? Qui? De quoi parle-t-on? Tu n'as pas suivi la conférence de presse? Je lui dis non. Il dit mais tu es passé? Il m'envoie une capture d'écran où il y a mon nom et il y a le titre du film. Et là, tu commences un peu à te dire que ah ouais, c'est vrai que c'est vrai. Hein. Ouais. On t'appelle là-bas, on t'appelle à gauche, on t'appelle à droite, on t'appelle à gauche. Et puis, le truc qui m'a... Enfin, il faut quand même que j'en parle parce que je n'en ai jamais parlé. J'étais content et il y avait beaucoup de frustration aussi. Beaucoup de frustration parce que, petite anecdote, on est nominé au FESPACO, on est convoqué d'abord à l'école, donc à notre département, et on a une discussion avec le DG de l'école qui nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour qu'on y aille, parce que déjà le FESPACO cette année, c'est à l'époque, c'est l'année où il y avait un peu des conflits au Burkina, et donc généralement le FESPACO, qu'est-ce qu'ils font? Tous ceux qui sont nominés sont pris en charge en totalité, c'est-à-dire que on paie vos billets, voyage, on vous loge, on vous mange. On vous mange. Les activités éventuelles touristiques. Voilà, tout est pris en charge. Sauf que cette année, ils ont dit non, on ne peut pas vous prendre des billets. Donc, vous devez prendre vos billets. Mais pour le reste, on gère. Et donc, on se retrouve dans une situation où, en fait, on est 4 nominés. Enfin, on était... En film d'école, on était 4. Et il y avait aussi Jérémy Chou avec sa série. Et on a eu 0 francs du ministère. C'est-à-dire que... C'est un gros problème au Gabon quand même. Hein. C'est-à-dire que... Enfin, quand j'étais encore au Gabon, je ne mesurais pas encore. Hein. Ouais. Et j'étais en mode... ok, d'accord. C'est pas si grave. Et là, un jour, enfin, Serge Abbé Solo, vraiment, ce monsieur-là, me rappelle en me disant, vous êtes à 2 semaines du voyage, concrètement, qu'est-ce qu'on retient? C'est comment là-bas? Est-ce que vous avez les billets? Est-ce que vous avez les trucs et tout? Bon,
La vérité, c'est qu'il disait, est-ce que tu as le billet? Parce qu'il sait que c'est moi son fils, en fait. La vérité, c'est ça. Et j'ai dit non. Jusque-là, on n'a pas encore de retour de l'école. On a adressé un courrier au ministère. Je pense au ministère. Même si moi, je n'avais pas adressé de courrier parce que je me dis que logiquement, ils savent qu'on est nominé parce que c'est le ministère de la Culture, hein, de base. Mais bon, les autres ont quand même fait des courriers et tout. Et un jour, Serge Abesso m'appelle, il me dit, envoie-moi ton passeport et tout ça. Je fais genre, ok. Et il m'envoie un billet. Aller-retour. Pour Ouagadougou. Donc, c'est lui qui t'a acheté le billet. Quand vous dites que le papa, là... C'est pas lui qui m'a acheté le billet. C'est lui qui nous a acheté les billets. À toute ta délégation. C'est-à-dire qu'on a eu 4 billets. Même à l'école, au gars de l'école, étant donné on a eu 4 billets aller-retour. Donc, les 4 étudiants qui avaient des films nominés, il les a payés. Voilà les acteurs culturels gabonais, hein. D'accord. Et... Non, on était à 4, non. 1, 2, 3, 4. Non, je pense qu'il a payé 3. Parce qu'il y avait aussi, comment il s'appelle, Nicolas MB. Je pense que Nicolas, il avait payé pour lui avant. Oui, il avait payé pour lui avant. Et donc, il a payé nos 3 billets. Parce que moi, quand il m'a demandé, il m'a dit que... Mais les autres, comment? J'ai dit que j'ai l'impression que c'est pas aussi machin. On est dans la même situation. Il a dit que donc, je ne suis pas juste payé pour toi. Demande-lui de m'envoyer le passeport vite fait et tout ça là. Et donc, à 2 jours du voyage, on nous rappelle à l'école et on nous fait des espèces de documents où ils mettent ordre de mission, je sais pas trop quoi. Et on nous remet 50 000, hein. 50 000 chacun ou bien 50 000? Oui, un truc comme ça, oui. Ça. Ok. Enfin. 50, oui. Et et je pense que... Est-ce qu'il m'avait remis 300 000 ou 400 000, Serge Abesso? Ah ça? Oui, non, je suis son fils, hein. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Non, oui. on ne doute même pas un peu. Voilà, et donc... Sponsor officiel, le daron. Oui, et il n'a jamais voulu d'ailleurs que je dise aux gens que c'est lui qui avait payé nos billets. Il a apprécié, mais désolé. Non, on donne les fleurs aux gens quand ils sont vivants. C'est plus intéressant. Je veux partir un jour, il ne faut pas que je parte avec. Je suis parti au FESPACO grâce à Serge Abesso. Il faut que le monde retienne ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas lui, Gabonais nominé, je serais resté ici sur le territoire comme quelqu'un qui est dans un pays où le sous-développement à un autre niveau. D'accord? Et pour rester sur le... On n'est pas politico. Non du tout. C'était à l'époque. Hein. Oui. C'était à l'époque. Même à l'époque, je l'avais déjà dit. Déjà, ça on a failli même m'exclure de mon école. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut plus que ce type de situation-là se répète. Oui. Parce que, je suis désolé, quand on est parti au FESPACO, mais franchement, en fait, peut-être que les gens ne mesurent pas comme on a de la chance d'avoir Serge Abesso dans ce pays. D'accord? On est arrivé au FESPACO, on a été, je dis bien, c'est une sorte de prise en charge. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un restaurant africain à Ouaga, j'oublie le nom, mais vraiment que Dieu me pardonne. Qu'elle me pardonne. C'est une dame ivoirienne, c'est une grande amie à Serge Abesso. Et quand on est arrivé, elle a dit qu'allez vous présenter là-bas. Donc on est parti. Puis qu'on a dit, nous sommes les enfants de Serge Abesso. Bonsaï. Elle a dit, vous venez manger ici autant de fois que vous voulez tous les jours. C'est l'un des plus chics restaurants à Ouaga. Hein. J'oublie son nom, vraiment, je sais pas, je vais demander au boss. Elle a dit à tout le monde de stopper tout, s'il vous plaît. Au resto, elle a dit que ceux qui sont là, ce sont les fils de mon frère, Serge Abesso. Le Gabonais, le grand acteur, les machins. Elle a vendu le boss comme pas possible. Comment on ne le vend pas au Gabon? Tu vois un peu? Ouais. Et on est arrivé, et on a fait le FESPACO. Et quand on est allé justement, parce qu'il y a des projections, et dans ces projections-là, il y a, en fait, on projette ton film, et ensuite tu passes devant le jury et les autres, enfin les gens qui viennent regarder aussi les projections. Oui. Et il y a un autre truc qui m'a choqué, et là encore, j'espère que ça ne se passera plus jamais comme ça. Oui. C'est que ici, on avait 3 jours de tournage. D'accord? Et on n'avait pas le droit de sortir d'un rayon. C'est-à-dire qu'on devait tourner. Si tu tournes en Zayon, tu tournes tout en Zayon. Peu importe tes séquences, peu importe tes décors, tu te débrouilles là-bas. Et Dieu merci, quand on est parti pour les projections, c'était pas nous les premiers. Donc, il y a d'abord une Ivoirienne, je pense, qui est passée. Elle a fait un film sur un roi de son village. Et son village, c'était genre à
peut-être 800 km d'Abidjan. OK? Et la première chose qui m'a interpellé, c'est que pendant comment on appelle ça? Pendant la projection, à la fin au générique, en fait, on met tous ceux qui ont participé au film. Oui. Et je vois Canal+, Orange. Ils ont été sponsorisés ambassade de quoi. Ambassade machin, tout ça là. Et genre, après, quand tu as commencé à parler, dit que non, en fait, on a juste eu 2 semaines de tournage. Nous, on a crié, oh! Les gens nous ont regardé en mode. Les autres quoi, les Camerounais, les Sénégalais, les Béninois, en mode, pourquoi vous criez? On dit que non, parce que nous à l'école, on dit que c'est 3 jours. Ils ont dit, quoi? Comment ça? Je dis que oui. Et les 3 jours incluaient le montage et autres, ou bien? Les 3 jours, c'était le tournage. Ah, ok. C'était le tournage, mais c'était juste pas cohérent, juste pas réaliste, tu vois, parce que nous, en fait, on nous mettait dans des positions de contrainte. C'est-à-dire qu'on nous limitait dans tout ce qu'on voulait faire. Je te prends un exemple. Moi, déjà que je n'étais pas dans les bonnes grâces du département à cette époque-là, je devais tourner un mardi et on savait que je travaillais déjà. Donc, j'ai tout programmé pour le mardi, d'accord, avec les acteurs, tout. C'est-à-dire que les acteurs de mon film qui est allé au FESPACO, il y a juste les 2 acteurs principaux qui étaient là depuis l'écriture. Sinon, tout le reste, en fait, je les ai trouvés. J'étais obligé de jouer moi-même dans mon film. Tout le reste, je les ai trouvés, en fait. Genre, j'appelle quelqu'un à 23h. Demain, tu peux dire que je lis, tout ça. Et puis, comme c'est moi, il dit ouais. Et en fait, il essaie de trouver le texte, quoi. De comprendre le machin et tout. Mais, moi, je devais tourner un mardi. Le lundi soir, on écrit dans un groupe où on me dit finalement, non. Je dis qu'il tourne vendredi. Et donc, tout ce que tu as préparé avec des gens qui avaient... Il fallait louer... J'avais loué une maison pour le mardi, qui était déjà payée. La personne m'a dit que non, il n'y a pas de problème, tu as à payer. C'est fini. Donc, il fallait trouver une autre maison. Donc, j'ai dû appeler Eunice Diogué, une de mes frangines, pour lui dire que, en fait, j'ai besoin de ta maison. Ah ouais? Je dis, ouais, je dois tourner là-bas. Oh, comment ça? Je dis non. Si j'ai pas la maison demain, je peux pas tourner. Donc, elle m'a donné sa maison. J'ai appelé 2 ou 3 personnes qui devaient aussi jouer, qui devaient faire la figuration, qui devaient jouer. Eux aussi, bon, comme si quelqu'un de sympa, ils sont venus. Mais en vrai, dès qu'on a décalé mon jour de tournage, j'aurais normalement dû pas tourner. Ou sinon mieux préparer mon truc avec mes acteurs. Parce que les acteurs, ils avaient déjà le jeu. Tu vois. Donc tout a été... Ensuite, on avait les contraintes du matériel. Tu vois, on te dit... moi, par exemple, en tant que vidéaste, j'avais déjà les caméras. On me dit, je n'ai pas le droit d'amener mes caméras. On me donne une caméra éclatée de l'école. Les micros. Je faisais la perche avec un micro-cravate sur un balai qui servait de perche pour prendre le son. Donc, du coup, en fait, le film... C'est-à-dire que quand on allait au FESPACO, avec les autres, on s'est dit que, mais... En fait, nous-mêmes, on s'est mis les bâtons dans les roues, quoi. Oui. Tu vois, parce que pour la petite histoire, mon film est éclaté là, parce que c'était éclaté. Hein. Parce que en fait, on a limité ton matériel, on a décalé ton planning, tout était fait. On t'a pas donné assez de temps pour les prises de vue, etc. C'est vraiment, en fait, tu as l'impression qu'on s'auto-sabote, quoi. Et justement, c'était ça. Et pour la petite histoire, je suis sorti 3e. Oh. Sur les 14 ou 15 films. C'est-à-dire que, en vrai, j'avais discuté avec mon jury qui m'avait dit en fait, le son t'a un peu tué. Hein. C'est que si on t'avait donné les moyens réellement, tu aurais pu même remporter le truc, quoi. Le problème, c'est que il faut, je ne sais pas si nos dirigeants ils comprennent l'enjeu. Parce que c'est après là-bas, vraiment, hein, après le FESPACO, que j'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionne. En fait, chez les autres, les films d'école, là, d'accord, c'est la porte pour en fait rentrer dans le milieu du cinéma. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils font? L'école met à disposition, d'accord, le matériel nécessaire pour faire un bon travail. Parce qu'ils savent que c'est l'image du pays quand on va te projeter là-bas. Et les entreprises ont l'obligation, j'en ai discuté avec des Ivoiriens et des Béninois, de vous accompagner. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je devais tourner là, je pouvais aller à Canal et dire que, bon, en fait, moi, j'ai envie d'aller tourner à Lambaréné. C'est vous qui allez financer quelque chose dedans. C'est vous qui... Eux, ils sont venus, par exemple, ils sont venus
c'est Canal, pour le cas du Bénin, c'est Canal qui avait payé leur billet, aller-retour. Les Ivoiriens, c'est pareil. L'ambassadeur, plutôt le ministre, a écrit à une entreprise. Enfin, il a exigé qu'on accompagne. C'était la formalité. Que tu vois un peu. Mais nous, ici, par exemple, ici, il n'y a eu aucune démarche du tout. C'est-à-dire que même le ministre, à l'époque, avait dit il n'a pas d'argent pour ça. Ouais. J'étais choqué. Mais par contre, quand on a fait le tapis rouge au FESPACO, quand on a dit Gabon, c'était nous. Et les gens étaient bien fiers ici au Gabon de dire qu'il y a des Gabonais qui sont FESPACO. Au FESPACO. Mais pourtant... Des gens que vous n'avez pas soutenus, du tout. encouragés. Tu sais pour la petite histoire, celle qui gagne devant moi, ou sinon devant nous, c'est une... Elle était quoi? Guinéenne, hein, je pense. Oui, Rama. Le directeur de cabinet du président de la République est venu avec une délégation. La Guinée n'avait qu'un seul représentant, c'était elle. C'est-à-dire qu'en film d'école, c'est-à-dire que c'est même pas dans les longs métrages. Tu comprends? Pas dans la sélection officielle. Mais eux, ils ont dépêché une délégation avec l'enfant là. Ils ont même fait une conférence de presse à Ouaga. Elle marchait avec le directeur. En fait, tu te rends compte que... Mais on vit où? Je pense qu'on ne mesure pas. On ne mesure pas le potentiel que nos gens ont. Non. On ne mesure pas l'importance, l'image qu'on va refléter dehors. Oui. Imagine un peu, vous ne seriez pas allé. On se serait dit Gabon absent. Avec 4 représentants. Avec 4 représentants. Dans une même catégorie. C'est la première fois que ça arrive au FESPACO. On dit Gabon absent. La honte que c'est pas qu'ils sont absents parce qu'il y a des conflits chez eux, parce qu'il y a, je sais pas, ils sont absents parce qu'il n'y avait pas l'argent pour les envoyer. Voilà. Et les pays en conflit sont là. Et les pays en conflit sont là. En fait. L'année où il y a eu le FESPACO, il y avait la guerre à l'ouest, je pense, au Burkina. Mais ils ont reçu 1200 festivaliers. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, enfin, il y avait des gens, il y avait des militaires pour nous sécuriser, tu vois. Mais à aucun moment, tu t'es dit que, il y a la guerre ici. Ouais, tu t'en rends pas compte. Tu vois un peu. Donc, le FESPACO, c'était bien. Mais il y avait beaucoup de frustration. Oui. Et comment est-ce que ta famille le vit? Bon, ma famille aussi, c'est un autre cas. Tu comprends, non? Est-ce qu'ils sont contents ou bien ils se disent que celui-là, il va aller où avec son histoire de film, là? Parce que dans ma famille, il y a d'abord une personne qui est toujours là pour tout et tout. Elle, même si elle dit que je vais faire le golf, elle m'a dit que, franchement, si tu t'en sors dedans... C'est ce que tu aimes, en fait. Voilà, fais ton truc. Et il y a aussi, ma grand-mère, c'est quelqu'un de... Elle n'est pas... Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas très concernée, parce que c'est la première qui m'a acheté un appareil photo. Dès que elle m'a dit que... Bon, tu vas pas dire que moi, je n'étais pas accompagné, tu vois un peu. Donc... c'est la bénédiction, c'est la grand-mère. Oui, c'est ma grand-mère qui m'a acheté C'était une 450D. À l'époque, elle m'a pris ça en France, je pense, à 500 €. Elle me l'avait envoyé. Elle m'a dit que bon, ça, c'est ma contribution. C'est ta bénédiction. Puisque ton travail consiste à faire ça, vas-y, prends. C'est ta bénédiction. Et donc, il y a ma mère et ma grand-mère. D'accord? Après, il y a des gens autour qui sont... Ils sont pas contre, mais ils ne te soutiennent pas, quoi. Ouais. Ils sont pas en mode, oui, donc tu fais ça, machin, non, tu vois. Et le FESPACO, il y a eu le... Waouh. Donc, c'est ce qu'il fait là, c'est sérieux, hein? Donc là, il va voyager là pour ça. J'ai un oncle. Mais lui, franchement... Tu sais ce qu'il m'a dit un jour au repas de famille? Parce que moi, pour la petite histoire, j'avais déjà commencé à travailler à Gabon Média, mais j'étais encore à l'école. Et, enfin, il me voyait tout le temps avec une caméra, machin et tout. Il me dit que, mais toi, tes choses de filmer là, vraiment, c'est ça le travail, hein? Mais oui, c'est quoi? Oh my God. J'ai dit, ouais, c'est ça mon travail. C'est avec ce que je mange, que je nourris mes enfants, en fait. Henri Bokoko et Victor Moununga. Tu vois un peu, c'est-à-dire qu'il ne cernait même pas l'étendue même du travail que j'ai fait, tu vois un peu. Et quand je suis rentré du FESPACO, il m'a appelé, il m'a dit que, mais ouais, est-ce que tu peux pas faire enfin, il l'appelle ça un film, ou un documentaire sur moi, machin et tout. J'ai dit que si je peux. Il suffit que tu payes un peu d'argent. Ouais, c'est tout, en fait. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça mon travail. Voilà, il faut que je mange. Tu vois, il y a des gens qui me disent la problématique de quand tu es vidéaste ou photographe, quand il y a les événements de famille, comment ça se passe? Tu vois un peu. Et moi, en fait, je pense que j'ai fait ça une fois. C'était chez une amie, c'était pas genre ma famille. Et puis, je me suis dit que, mais
Joe, c'est ton travail en fait. Ouais. Tu vas pas venir. Il y a un truc de famille. Sinon, tout le temps, t'appelles. Est-ce que tu vois un Tu peu? viens nous faire des photos de Parce très belles vidéos et puis voilà. Tu vois un peu? Et parce que, et justement, c'était des retours que j'avais des gens. Oh, mais c'est bon, hein, machin. Je me suis dit que non, on va d'abord se calmer, tu vois un peu. En gratuité, là. Voilà, donc moi, chez moi, par exemple, quand il y a un mariage, si quelqu'un m'appelle, c'est pour me demander est-ce que je connais un vidéaste ou un photographe. Parce qu'il sait que moi, déjà, je vais cotiser. Effectivement. Pour éviter tous les débats confondus. Non, comme tu ne cotises pas, mais tu peux seulement faire la vidéo. Non, je cotise et puis c'est tout. Mais vraiment, moi, dans ma famille, hein, en vrai, il n'y a pas quelqu'un qui, à part ma mère et ma grand-mère, il n'y a pas quelqu'un qui a montré vraiment qu'un truc, ah ouais, c'est intéressant, ça consiste à quoi? Non. Et ça ne m'a pas choqué plus que ça, sincèrement. Moi, en fait, je suis tellement en mode, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce que je veux que, même si je suis seul au monde, à aimer ça, je vais faire, tu vois un peu. Je n'ai pas grandi dans un environnement, il fallait qu'on me soutienne nécessairement pour que je sente que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, tu vois un peu. Moi, j'ai eu, par exemple, avec mon grand-père, on a eu un seul débat. Il m'avait dit, parce que moi, mes grands-parents voulaient que j'aille en France, après mon bac, et puis moi, j'étais pas trop chaud, tu vois. J'avais dit que, bon, mon grand-père m'avait dit, ok, d'accord, si tu restes au Gabon, c'est que tu fais des concours pendant une école. Et donc, j'avais cherché, j'ai trouvé les petits. Et j'avais dit que je fais seulement le concours là. Ma mère a dit que, fais quand même 2 ou 3, tu sais que les concours, machin, ça ne marche pas tout. J'ai dit non. Parce que dans les autres écoles, il n'y a pas ce que j'ai envie de faire. Ça sert à rien, sinon je vais aller m'ennuyer, même si je gagne. Elle me dit que, toi aussi, ton histoire là. Bon, ok. Et je suis allé faire le concours INPT. Je pense qu'on était à 250 comme ça dans la filière. Et on a pris 13. Et je pense que j'étais quoi, le 4e ou le 5e. Et mon grand-père dit que, ok, que tu as gagné. Je fais quoi? Vas-y. En fait, moi, mon grand-père, c'est celui qui, tant que tu assumes ce que tu fais et qu'il sent que tu kiffes, c'est top. Il va même te dire non. Il va pas remettre. En fait, il remet rarement en cause les choix des gens. Les choix des gens, Il te donne son avis. Après, tu fais maintenant. Si tu fais maintenant, tu dis je t'ai dit. Voilà, maintenant, tu vois. Maintenant, c'est tranquille. Ça va. Ok, en tout cas. Nous, on est fiers de toi, on est fiers de ce que tu as accompli jusqu'ici. On est convaincus. Et maintenant que je sais que c'est la mamie, c'est mamie qui t'a acheté ton premier appareil photo, je suis convaincue que tes dans pieds le carton, sont tout ça, de France, machin. bien enfouis dans les racines de ce que tu es en train de faire, en fait. C'est ça. Donc, bref, on va maintenant rentrer dans le cœur même du sujet. Ça fait quoi, 40-45 minutes qu'on parle de tout. Ça va être long, hein? Ouais. En tout cas, là, on va rentrer dans le cœur du sujet qui est, comme je disais, vivons mieux, vivons cachés. Et j'ai une toute première question pour toi, de savoir, genre, si tu es plus de la team... Je crie mon bonheur sur tous les toits, je parle de mes projets, tout ça, au cas où ça intéresserait quelqu'un, pour encourager les gens, ou bien tu es plutôt sous l'eau, sans faire de vagues, en fait? Je suis plutôt au milieu. Au milieu des deux. Je m'explique. J'ai travaillé sur plusieurs projets, je n'en ai jamais parlé. Comme il y a des projets sur lesquels je travaille, où j'ai travaillé, et j'en ai parlé. Pourquoi? Parce que il y a parfois des soucis de confidentialité. En tout cas, dans notre secteur, tu peux intervenir sur un projet où il y a le président de la République et puis on te dit que tu n'en parles pas. Par exemple. Et en vrai, oui, parfois il faut en parler pour motiver les autres, pour montrer que c'est possible de faire X ou Y chose. Et aussi un peu pour qu'on comprenne quand même que tu travailles, hein, c'est pas, tu fais des choses tu peux tuer quand tu peux, hein, tu es bon. Ouais, tu es bon, tu vois, non? Bah, c'est ça. Parce que, et puis aussi, parce que dans le milieu professionnel dans lequel on évolue, c'est avec ce que tu fais qu'on t'appelle sur autre chose. Si jamais on t'a vu faire une vidéo, par exemple, ou tu n'as même posté une vidéo que tu as travaillé dessus, effectivement. Et tu vois, toi, c'est ça ton métier, de mettre les gens en lumière ou de montrer les choses. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'on est vidéaste de vivre caché, hormis le fait de confidentialité? C'est possible. Il y a beaucoup de vidéastes talentueux ici qui sont. Il y a quelqu'un, par exemple, on n'est pas très proche, Mr. Jack.
Je pense que lui-même, il va être étonné que je parle de lui. C'est un réalisateur gabonais très, très, très talentueux. Et ça, je le pense. J'espère qu'il va écouter ça un jour. Mais en fait, si on te dit pas que celui qui a travaillé sur un projet, tu ne vas pas nécessairement... À part les clips vidéo, parce qu'il fait des clips vidéo, mais il travaille sur des projets, sur des spots, sur des machins. Mais si c'est pas... Parce que le clip, tu es obligé de les signer. Tu vois un peu. Mais le spot... si tu n'as pas dit que c'est toi. On ne peut pas savoir. Tu vois, souvent, c'est vrai que maintenant, signe ou bien on met un logo, machin, mais sinon, il y a des spots que tu fais, tu ne signes pas. Tu vois un peu. C'est possible, mais c'est quand même compliqué. Après, il y a peut-être le fait que ça peut être facile, quand on est vidéaste, de cacher sa vie personnelle, tu vois, mais un peu plus compliqué de cacher sa vie professionnelle, tu vois. Oui. Une personne peut être discrète. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une star que j'affectionne particulièrement, ADB. Ouais. C'est quelqu'un à qui je reproche souvent, via notre manager commun, de ne pas se montrer assez, tu vois. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il veut vraiment conserver sa vie personnelle privée. Ouais. Mais de faire ça a parfois un impact sur sa carrière, quoi. Parce que vous, les artistes, vous êtes obligés de vous montrer. Je suis d'accord avec toi. On est obligé de vous voir, on est obligé de... Voilà. Et ce qui fait que quand tu vas chercher à protéger ta vie privée, ça va avoir un impact, même si c'est minime. Bien sûr. C'est quand même que, ADB, on le connaît pas assez. Il fait les chansons. Faire la musique ne suffit plus aujourd'hui. C'est ça. Il faut faire des lives. Il faut nous montrer où tu vis. Peut-être pas le quartier, genre la Non, il faut qu'on te connaisse, en fait. Il faut qu'on te connaisse parce que, oui, pour avoir travaillé avec certains artistes, oui, c'est le constat qu'on avait fait avec ma sista, Daniel Ouattara, c'est que il y a la musique, c'est vrai, tu vois un peu. Pour le cas des artistes, quoi. C'est-à-dire que oui, on aime ta musique et tout ça, mais on veut connaître celui qui chante. Oui. On veut connaître celui qui chante à des enfants, celui qui chante à une femme. On t'a pas dit, viens embrasser ta femme dans le live, machin, mais montre un bout de ta vie, quoi. Oui, les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'après, il y a des critiques, il y a des trucs et tout. Tu vois, moi, par exemple, je ne sais pas si je peux faire une semaine, je n'ai pas mis mes enfants en statut. C'est vrai, C'est-à-dire que... Les enfants, la daronne, ce sont les égéries de la vie. Moi, on va me dire que... Parce que tu es trop une star maintenant, tu ne peux pas appuyer. Mes enfants, je ne peux pas. Parce qu'il y aura toujours un truc, un moment que je vais prendre, je vais filmer. Même là, c'est stocké seulement là, parce que c'est le temps aussi, c'est l'élément. Mais moi, j'ai des vidéos de mon fils, par exemple, mais tu peux en faire un film, une série. Quand il t'explique des choses, tu vois, ça, il faut montrer ça aux gens. Pas parce que tu veux te faire voir, non, parce que c'est ta vie. Ta vie, c'est pas seulement chanter, ma vie, c'est pas seulement filmer, je suis désolé. Au moins, je vais pas arrêter de filmer un jour. Les gens, tu as mes enfants, tu kiffes mes enfants. Tu vois un peu. C'est comme la musique, tu peux arrêter de rapper, de chanter. Mais ta vie avec tes frères et tes sœurs, ce sera toujours là. Et ça, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut montrer ces moments-là aux gens. Il faut... C'est comme les vidéastes, comme les réalisateurs. Tu peux pas prendre des images aux gens tout le temps et puis genre... Moi, on m'a plusieurs fois fait le reproche. Je sais maintenant un peu quand même. Et je dis qu'elle n'était jamais en aucun jour devant une caméra, en fait. Voilà. Jamais. Regarde, moi, et vraiment, genre, Jérémy, tu vois, vraiment, il m'a bien eu, quoi. C'est-à-dire que je fais un podcast qui est d'ailleurs un peu en pause, mais qu'on va reprendre bientôt. Cadre sur table. En fait, on discute avec Jérémy, on parle, et puis on s'est dit que, mais, ce serait bien, un podcast sur machin, où on se dit les choses et tout ça, machin. J'ai dit, ouais. Et on commence à réfléchir dessus, sur le générique, sur les machins et tout. Et on a fini tout. On appelle la personne qui va présenter. J'ai dit que, mais, qui va présenter? Il m'a regardé, il rit. Non, je vais dire mon bio le jour là, quoi. Non, Jérémy. Il avait ce projet en tête depuis. Il m'a dit que, mais mes frères, c'est toi. J'ai dit, ça ne peut pas être moi. Il m'a dit, c'est toi qui vas présenter ça. Il n'y a que toi qui peux présenter ça comme on veut, là. C'est comme ça que je me retrouve devant une caméra. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, moi, avec mon ancien patron, Harold Leka, à Gabon Media Time, moi, je pouvais aller faire l'interview du président de la République. Je ne fais pas le fauteuil, lui. Harold me regardait comme, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il faut garder les souvenirs, machin. Genre, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais. Regarde, je suis allé au Bénin, j'ai une vidéo. Une seule vidéo, je suis allé au Bénin. Et ben, il fait une semaine là-bas. Hein. Oui. Mais j'ai pas les photos, genre, comme les autres, ils partent, ils font des trucs dans les villes. Je n'ai pas ça. Mais j'ai passé mon temps à filmer les gens.
Est-ce que tu vois un peu? Donc oui, je pense qu'il faut. Et est-ce que tu crois que les gens ont tendance à cacher leur vie ou à la préserver ou ne pas forcément l'exposer ou ne pas en parler, plus parce qu'ils ont peur de la critique, des comparaisons en mode ouais mais Darlene elle a qu'un seul enfant, Judika elle en a par exemple 2 ou 4 et puis voilà regarde Darlene et Judika elle a commencé à travailler récemment seulement, lui il a déjà ça et elle est encore là, ou bien c'est surtout parce qu'ils ont peur que le mauvais œil leur tombe dessus. Bon, déjà, moi, le mauvais œil, j'y crois pas. Ok. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Et je pense aussi que c'est maintenant une question d'éducation. D'accord? Moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un, je dis toujours que tout est une question d'éducation. Peu importe que ce soit de la famille ou de la rue, mais c'est une question d'éducation. Pourquoi je le dis? Tu vois, moi, j'ai grandi dans une famille où, je ne sais pas, quand les comparaisons, les trucs, par exemple, je sais pas, j'ai jamais connu ça, tu vois un peu. Et je ne me suis jamais retrouvé dans la position de on me compare à quelqu'un. Ou bien on me dit, toi tu n'as pas ça, l'autre a déjà ça. Pour commencer. Ensuite, dans la vie en général, je trouve que les gens se mettent un peu trop de pression. Vraiment, hein, ça c'est mon avis. Les gens se mettent vraiment un peu trop de pression. Eux-mêmes. Et ça se fait ressentir. D'accord? C'est-à-dire que, je te prends l'exemple, c'est moi, je peux poster une photo, genre, je sais pas moi, je suis assis quelque part à la forêt. J'aurais pas de critique négative. Ouais. C'est bizarre, hein? J'aurais pas quelqu'un qui dit oh, comment le villageois là? Ouais. Non. Qu'est-ce que je renvoie comme image? Qu'est-ce que tu renvoies comme image dans ton environnement, c'est quoi ton mood en fait? Est-ce que tu as le mood de quelqu'un qui doute d'elle-même ou qui n'a pas confiance? En fait, parfois, tu sais, il y a des gens qui viennent même commenter un truc juste pour voir comment tu vas réagir d'abord. Et dès que tu vas réagir comme il veut, il ne va plus jamais te lâcher d'abord. Et ensuite, il y a d'autres personnes vicieuses. Qui va rajouter du monde en fait. Voilà, qui vont comprendre que, oh non, donc si on n'a plus là, ok, d'accord, je te prends un exemple. Une fois, j'avais fait un post et il y a quelqu'un qui a commenté et il y a une autre personne qui est venue insulter la personne qui a commenté. J'ai d'abord écrit dans mon post que c'est la première et la dernière fois que vous venez insulter quelqu'un sur mon post à moi. Si vous voulez, vous partez sur vous là-bas, sur votre mur. Vous faites un post, vous insultez la personne, vous l'identifiez. Après, je suis allé dans l'inbox de la personne, je l'ai appelé. J'ai dit oui, allô, bonjour, vous allez bien? D'accord. Je dis que chez moi, dans mon éducation, on n'insulte pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. En fait, qui ne t'a Les gens n'insultent pas les gens tout court. Si vous avez une remarque, une observation, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous argumentez. Vous n'avez pas besoin d'insulter quelqu'un pour ça. Oh non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, il a essayé de me dire, la personne a essayé de m'expliquer un peu le contexte aussi. J'ai dit oui, mais les mots n'étaient pas justes. Trouvez les mots justes. Et puis c'est tout. On peut ne pas être d'accord sur quelque chose, tu vois un peu. Mais dès qu'on insulte quelqu'un, c'est que bon, on n'a juste pas d'argument. Ouais. C'est ça. Hein. Tu comprends? Il y a deux personnes. C'est vrai. Deux personnes peuvent avoir des avis contradictoires et se respecter. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que oh bouge, chien. Non. C'est parce que tu n'as pas les arguments que tu te retrouves à aller dans des travers. Voilà. Est-ce que tu vois un peu? Quand on a les arguments, on les pose et on respecte la personne en face. Et après à la fin on peut se dire que ah ouais bon c'est pas faux. Mais moi j'ai également. Voilà. Tu vois un peu? C'est vrai. Et c'est ça en fait. Et donc les gens qui le mauvais œil par exemple. En vrai c'est comme dit souvent quelqu'un va aller te taper le diable, va te déposer dans une zobo. Comme dit quelqu'un, c'est Dieu qui nous garde. Oui. En vrai, c'est Dieu qui nous garde. Il n'y a pas les magies là, je ne sais pas ce que les gens veulent créer, machin. C'est Dieu qui nous garde. Oui. Ok? Pour les initiés, c'est Dieu qui nous garde. Pour les chrétiens, c'est Dieu qui nous garde. Le petit débat que les gens amènent, non, le bouiti, c'est le diable. Non, laissez seulement. Vous ne connaissez pas, c'est normal. Tu vois un peu, c'est comme si... La preuve, à l'église, il y a des bouitistes. C'est seulement au bouiti que les gens de l'église refusent de venir. Tu comprends, non? Voilà. Donc, non, il n'y a pas ça. C'est pas parce que tu vis cloîtré dans ta chambre que si on veut t'insulter, on va pas t'insulter. D'accord? Il faut juste savoir, pour le cas, par exemple, de la présence sur les réseaux sociaux, il faut juste savoir ce qu'on y fait et pourquoi on est là. Je dis ça simplement parce que moi,
Je pense que depuis que Facebook existe, j'ai Facebook, on ne m'a jamais... il n'y a jamais eu une cabale contre moi. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour les autres, mais en ce qui me concerne, c'est jamais arrivé. S'il y a eu un différend avec quelqu'un, même en commentaire, moi je laisse toujours, moi je ne suis pas les commentaires des gens. Je viens toujours discuter, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions, et on règle, on passe à autre chose. Mais le truc de je ne m'expose pas, en fait c'est même pas de l'exposition, quoi. C'est qu'en fait tu vis. Oui. Est-ce que les gens se rendent compte que parfois tu vis un truc beau, tu te dis non, faut pas que je ne vais pas poster que je ça m'exprime. Parce que les gens vont... Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire que je vais trop me faire voir. Mais c'est quoi se faire voir? Tu vois, moi, par exemple, c'est l'une des choses dont je parle beaucoup, pour lesquelles j'ai quand même énormément de retours en mode « Même toi, tu veux prouver quoi ?» C'est ma relation amoureuse, tu vois. Je suis toujours là, mon gars m'a acheté ça, mon gars m'a fait ci, mon gars. Parce qu'en fait, je me dis, je suis heureuse. Et normalement, les gens qui sont dans mon entourage devraient l'être aussi pour moi, tu vois. Oui, bien sûr. Quand beaucoup savent ce par quoi je suis passée en termes de relations, le fait de partager avec eux, le fait que là, cette fois-ci, c'est vraiment très sain, c'est correct. Il n'y a pas que des bas. Il n'y a pas que du positif. Il y a des moments où on est vraiment chacun de son côté. Toujours. Les rapports humains, c'est comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que j'utilise mon forfait, mon téléphone, mes doigts, ma voix, moi, mes choses, pour poster que mon gars m'a comme montré qu'il m'aime, il m'a acheté des fleurs. À la rigueur, moi, je suis une bloqueuse folle. Bloque-moi, mon bébé. Oui. Parce que, comme je disais dans l'intro, ça, on dit long sur nous-mêmes, sur la perception qu'on a de notre entourage et sur notre entourage en réalité. Parce que je suis désolée, tu vas pas dire que tu as un compte Facebook, il n'y a rien dessus. Les gens qui sont comme ça m'énervent tellement. Ça sert à rien, non? Il n'y a même pas une photo, frère. Oui, c'est vrai. À part la photo de profil, ton nom, Mais tu fais quoi là? Tu viens donc pour observer les gens? Parce que jamais en aucun jour tu ne vas commenter. C'est ça, en fait. C'est toi qui vas pas apprécier les photos des gens. Mais c'est toi qui es sur Facebook. Tu viens, c'est vous là même qui venez regarder les gens avec le mauvais œil ou de manière à critiquer. C'est Parce ça. que toi, tu ne postes rien sous prétexte que tu ne veux pas t'exposer ou je ne sais pas. Donc, en fait, nous, on s'expose, on est une télévision, un programme télé. Je sais pas. Je sais pas. Et moi, je considère que lorsque je me retrouve à avoir, je sais pas, un quelconque sentiment qui monte de manière négative envers une personne, c'est que le moment où on a eu la connexion est fini, en fait. Oui. La connexion entre la personne et moi est finie. Je pense souvent l'exemple d'une influenceuse française que je suivais beaucoup, Sally. Celle qui faisait Crazy Sally à l'époque. Oui. À un moment, je l'aimais beaucoup. J'aimais vraiment le fait qu'elle parlait de cheveux naturels, elle parlait de droit, etc. Et puis à un moment, je l'ai vue, jeune fille, faire plein de voyages et tout. La vie que moi, j'aurais voulu mener, tu vois. Mais je me disais, mince, une jeune fille comme ça, elle voyage. J'ai commencé à avoir des ressentis par rapport à elle. Pour le simple fait que elle prend son argent pour acheter ses billets d'avion, pour faire des voyages. Et je te dis que j'ai commencé à avoir des ressentis pour elle. Et puis je me suis dit, non, Darlene, c'est pas sain. Je me suis désabonnée, simplement. C'est tout. Je me suis dit, la pauvre fille ne t'a rien fait. Tu commences à t'imaginer des choses, etc. Donc, en fait, moi, je n'arrive pas à rester là. Je regarde quelqu'un en attendant sa chute, ou bien en attendant, en espérant que quelque chose lui arrive pour la remettre au même niveau que moi. Je sais pas. Je n'arrive pas à faire ça. À rester là, à regarder les gens, et puis tu te dis, de toute façon, un jour, on va voir. Et c'est des gens comme ça, là, justement, qui disent qu'ils ont peur de mauvais œil. Parce que c'est eux, en fait. C'est eux. C'est là où je veux en venir. Parce que c'est eux, le mauvais. Si toi, tu te dis tout le temps que non, je vais pas poster, ou je ne vais pas dire, c'est que toi-même, tu es quelqu'un de nocif dans la vie des gens. Oui, tu parles de ce que ils disent pour critiquer. Voilà. Tu vois, il y a des situations qui sont quand même hyper sensibles. Tout le monde sait, par exemple, que quand une femme est enceinte, elle doit plus ou moins préserver cet état-là. Parce que les gens vont venir lui dire des choses, même si c'est pas genre en mode « Ah, tu vas perdre le bébé ». Les gens qui vont venir lui dire que « Oh, tu as grossi, oh ». Ça peut toucher son mental. Bien sûr. Les gens qui vont venir lui dire « Oh, tu manges trop ». Ça peut « Oh, tu ne manges pas assez ». « Oh, mais pourquoi tu es comme ça ?» Une femme enceinte gagne plus à rester dans un cercle
je sais pas comment dire, restreint et privé. Paisible et tout ça. Paisible. En tout cas, avec beaucoup d'énergie positive. Beaucoup d'énergie positive. Qu'une femme enceinte décide de cacher sa grossesse ou autre, moi je vais jamais en vouloir à une personne. Bien sûr. D'avoir caché sa grossesse, de s'être mariée, ou je sais pas, je vais jamais en vouloir. Mais de dire que tu dois même pas dire que tu as l'enfant. C'est toi qui... Oh, quelqu'un m'avait dit, et la personne avant de la bloquer, je l'ai quand même insultée. Quelqu'un m'avait dit, même toi, depuis que tu as l'enfant là-haut, je lui ai dit que ma chérie, tu sais combien d'années j'ai attendu d'avoir l'enfant? Je ne vais même pas vous lâcher avec le fait que aujourd'hui j'ai l'enfant en fait. Parce qu'il y a des contextes, il y a des réalités que les gens vivent, en fait, que vous ne connaissez pas. Et puis, en vrai, tu sais, j'ai la longue d'une amie, tu vois, qui est en mode, il veut pas faire d'enfant. Et tout. Bon, il disait, il ne voulait pas faire d'enfant, et patati et patata. Et après, on a appris qu'il avait un problème pour faire des enfants. Tu vois un peu, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir l'enfant. Je te jure, même. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir l'enfant, non. Lui-même, il n'a jamais été heureux. Voilà. Lui-même, il n'a jamais été heureux quand il était enfant. Des expériences en termes d'enfant, il y a un souci, tu vois. Mais naturellement, quelqu'un de correctement, machin. Constitué. L'enfant. Oh! Ça dit que, tu vois, l'enfant vient changer tellement de choses dans la vie de quelqu'un que... Et enfin, moi, je sais pas si il y en a où c'était négatif. Moi, je pense qu'il y a quand même des gens qui veulent vraiment pas, en fait. Et mais je suis d'avis que c'est peut-être parfois parce qu'on a des traumas qui sont pas... Oui, il y a forcément un truc. Simplement, c'est pas possible. Tu peux te lever un matin et dire que je veux pas d'enfant. Non, il y a un truc. Mais ils ne vont pas peut-être en parler, tu vois un peu, mais... Peut-être qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qui fait qu'ils aient cette envie-là. Quoi Parce que... Le bonheur qui... Non. Je dis qu'elle est un peu accomplie. Il a le goût d'être daron. Ça, c'est des trucs que les pères irresponsables ne connaîtront jamais. Tu sais, moi, même quand on parle de trauma, par exemple, moi, j'ai presque pas connu mon père, en fait. J'ai des vagues souvenirs de mon père, tu vois, un peu. Mais ce qu'on me raconte de mon père. Genre, moi, j'ai un souvenir de mon père à l'université, parce que mon père était à l'université quand il est décédé. On était au restaurant ensemble, genre on mangeait. À Liobé. Il m'amenait dormir avec lui là-bas. Ouais, est-ce que tu vois un peu? C'est pas des souvenirs extraordinaires. Mais le mec, il trouvait quand même le moyen d'amener son enfant à l'université. Si je parle qu'il a peut-être discuté avec ma mère, que non, je l'amène là-bas aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu? Et puis, non, les gars, faites les enfants, quoi. Franchement, faites les enfants. Faites les enfants. Faites les enfants. Ça change. Non, ne faites pas les enfants, ça coûte cher. Ça change la vie. Oui, c'est comme entreprendre. C'est comme entreprendre, c'est pas facile. Vous voyez, mais. C'est pas facile. Mais je ne vous cache pas, quand tu entreprends, tu es plus épanoui quand tu travailles pour quelqu'un. C'est bizarre, hein? Mais. Faites les enfants. Ça fait quand même peut-être 6 mois là. Fais mes choses moi-même, ça va. Tu vois un peu. Mais oui, faites les enfants. Plus sérieusement, faites les enfants parce que je pense que moi, c'est quand j'ai fait ma première fille que j'ai commencé à comprendre la vie et appréhender la vie d'une autre manière. Quoi. Mais tu sais quoi, je dis Kaël, c'est pas tout le monde. Hein. Je pense que tu connais un cas de mon côté qui, lui, il s'en fout. Hein. Ouais. Le gars, il pompe, il s'en fout. Il faut être conscient. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. Il faut être conscient que, bon là, écoute, j'ai été une charge pour maman, j'ai été une charge pour mes sœurs, j'ai été une charge pour mon père. Aujourd'hui, c'est moi le parent, il faut que je me réveille. Il y a ça aussi. Mais puis, il y a des gens qui, comme toi, je pense que la petite, elle a été élevée par la daronne. Bon, elle était un moment avec sa mère pour la récupérer. Voilà. Elle a, pour le plus gros de sa vie, elle l'a fait avec la daronne. Mais toi, tu participais. Oui, Tu vois, tu participais hyper activement, quoi. Mais il y a des gens, ils se disent, ma mère, elle va s'occuper. Tu sais, pour la petite histoire, quand on avait un peu de soucis avec sa mère, parce qu'on s'est séparés très vite, un jour, il y a sa tante qui nous a convoqués tous les deux, parce que ça la faisait un peu chier, quoi. Et elle a dit à sa fille que, est-ce que tu sais que le petit garçon qui est debout là, qui est assis là, est plus responsable que des gens qui ont 15 fois, 20, 4 fois son âge. Parce que elle m'a dit, elle ne comprenait pas comment je faisais. C'est-à-dire que, à l'époque, j'avais pas un travail, c'était des bricoles de vacances, c'était comme ça là, mais on ne m'a jamais appelé un jour pour me dire que mon enfant n'a plus quelque chose et puis je ne suis pas parti.
où je n'ai pas géré. Tu vois un peu. Donc, elle avait beaucoup d'admiration pour ça. C'est-à-dire que ça, elle m'avait dit un jour, faut récupérer ton enfant. Tu te rends compte? C'est sa mère, hein. Donc ça tente, quoi. Elle a dit que non, récupère ton enfant. Elle sera mieux avec toi. C'est une bonne mère, hein, la mère de ma fille. Attention, je ne dis pas que je suis une mauvaise mère. Tu vois un peu. Mais vu ton investissement, voilà, elle a clairement compris. Elle avait dit que non, c'est mieux. Ouais. Qu'elle soit avec toi. Et puis, si y a un truc que je ne cautionne pas, c'est les gens irresponsables, quoi. C'est-à-dire que quand tu as fait un enfant avec quelqu'un, que vous vous entendez ou pas, ou machin, tu vois, non. C'est-à-dire que moi, la mère de ma fille, la mère de ma première fille, il y avait des moments où on ne se parlait pas. Mais j'ai pas dit voir mon enfant, je suis pas dedans. Mais j'ai appelé au téléphone, il décroche pas, je pars là-bas. Tu comprends? C'est-à-dire que même elle aussi que c'est les joueurs, c'est disaient que il aime son enfant. Hein. Ouais. Parce que moi je connais des gens parce qu'il est né avec la mère. C'est fini, hein. Ouais, c'est vrai, Genre, il va même pas dire que l'enfant là, c'est mon enfant. Non, il dit que ok. Tu veux faire ça, non, tu vas te débrouiller avec l'enfant. Il n'aura plus l'argent de machin. Et moi, je ne pourrais jamais faire ça. Tu comprends? Parce que je me dis que même quand vous vous séparez, tu vois, est-ce que ça fait que l'enfant n'est plus à toi? Regarde, de toi? Moi, je serai éternellement reconnaissant à toutes les mamans de mes enfants. C'est-à-dire que même si on se déteste un jour et que la mère d'un de mes enfants a un problème, je serai là. Seulement parce que c'est la mère de mes enfants. Pas parce qu'on a une relation ensemble. Hein. Parce que c'est la mère de mon enfant. Allah de Dieu. Elle a un point quelque part. Elle peut m'appeler, je vais venir. Et toutes, autant qu'elles sont, le savent. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas... Parce que ça va affecter mon enfant. Ouais. Ça va affecter mon enfant. Les gens ne se rendent pas compte que la victime, ce n'est pas la mère. Hein. C'est ça. Ce n'est pas tant la mère que tu abandonnes. Elle, c'est vrai qu'elle, il y a sa part elle prend sa part de choc, mais c'est surtout l'enfant, quoi. Oui. Qui se dit que mon père, il est plus là. Mais tu connais les questions qu'on pose aux enfants. Regarde, c'est la première fois que je vais à la fête de fin d'année de mon fils. Hein. Et ce jour-là, je devais voyager à 14h. La fête, c'était à 11h. J'étais en mode, je vais faire comment? Et en fait, c'est un vol que je devais prendre. Tu vois un peu. Et le vol, tu sais qu'il y a 1h. Ouais, 1h45 avant. Donc, à la veille là-bas, parce que lui, en fait, quand il veut me parler, il demande à sa mère de faire l'appel vidéo. Il m'a appelé. Il m'a dit que papa, la fête, c'est demain. Vous t'es dit qu'il est grand. Si tu manques. Ça m'a dit de me regarder. La nuit, j'étais bien que je fais comment, Jésus. Mais j'ai senti que c'était important pour lui. Pour lui. Quand je suis arrivé là-bas, on entendait l'habiller. Quand il écoutait ma voix, il a sorti un débardeur. Il a retenu s'habiller. On a marché, parce qu'en fait, il n'est pas loin de lui, il n'est pas trop loin, comme son ami, c'est à côté de la maison. Pendant qu'on marchait, en fait, il tentait de parler. En mode, donc là, voilà, tu vas voir mes amis, ma chère. Et quand on est arrivé à son école, il a voulu me présenter à tout le monde. Tu es mon père, viens, c'est mon ami. Tu es mon père, il va chez la maîtresse, ça c'est papa. Il a fait ça. En fait, moi je dis que frère, c'est top. On m'a vu, comme toi. Et quand il a fait, tu sais, quand on met les enfants tous d'un côté, il y a une vidéo que j'ai même postée où il était assis, en fait, et il me regardait. Il n'a pas fini la fête là-bas. Il est venu s'asseoir avec moi. Parce que, entre les spectacles, les jeux, les machins, il ne voulait pas être là-bas. En fait, il était en mode, papa est là-haut. Ouais. Vrai que papa est là. Je te jure, il me regardait en mode... Et après, il est venu s'asseoir avec moi. Et il est resté là, il s'est même endormi. La preuve, on n'a pas fini la fête. Dieu merci aussi. Donc, je pense que je quitté là-bas genre à 12h30. J'ai appelé un ami qui m'a récupéré, qui m'a mené à la base 01 parce que je prenais l'avion militaire. Mais si je n'étais pas parti là-bas, franchement, il allait être ouf. Oui, il allait être triste. Tu vois un peu? Tu vois, moi, ça me rappelle moi, je vis avec quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas le père biologique, je vais désormais ajouter ça, de mon fils, mais qui est très présent pour lui, tu vois. Et le souci, c'est que il vit à l'étranger. Donc, on est dans une relation à distance. Et je me rappelle quand j'ai inscrit le petit à l'école, il avait peut-être 2 ans et demi, 3 ans, sa première année. Et tout le temps,
quand j'allais le chercher, il me disait carrément que maman, pourquoi papa ne vient pas me chercher? Pourquoi est-ce que papa ne vient pas me chercher? Est-ce que papa va venir me prendre demain? Parce que en fait, il voyait ses camarades de classe. Un coup, c'est maman, un coup, c'est papa, un coup, c'est... Donc, en fait, quand mon petit ami est arrivé durant l'année scolaire de ces 4 ans-là, de ces 3 ans finalement, le jour où il allait le déposer à l'école, je lui dis Kaël, il te dit que, comme il t'a expliqué, hein, la barrière, c'est vraiment une barrière qui sépare notre maison et l'école. De là où j'étais, je les regardais, il disait, papa, viens. Il présente. Il a présenté son père à tout le monde à l'école. Et puis quand mon type est revenu à la maison, il me dit, mais il va présenter à tout le monde. Je dis que oui. Ça fait 1 an qu'il attend que tu viennes, que son père vienne le prendre à l'école ou que son père aille le déposer à l'école. Et puis moi, je lui ai dit qu'en tout cas, à la fin de la journée, tu pars encore le chercher. Parce que ça lui a fait plaisir, tu vois. C'est un kiff. Et ça, c'est un truc que son père biologique ne vivra jamais. Oui, mais c'est dommage. C'est dommage. En fait, c'est un kiff. Oui. Moi, regarde, moi, je suis la star de mes enfants. Là. Tu comprends? Regarde. C'est-à-dire que je suis le Superman de tous mes enfants. Genre, à un moment, je ne réalisais pas, tu vois. Mais plus ils grandissent, tu te dis que, en fait... Ça fait du bien de leur faire plaisir. Ils sont en mode, papa, il gère tout. Genre, la dernière fois, il jouait au ballon là-bas avec ses potes. Je ne sais pas qui a dégagé le ballon dans la barrière d'un papa, un papa mauvais aussi, parce qu'il n'a pas voulu rendre le ballon. Il dit à sa mère, appelle papa. Papa va faire quoi à distance là? En fait, il faut que je trouve le moyen souvent d'enregistrer les appels vidéo qu'on a. Et là, il me dit, papa, tu vois le ballon, non? On est en train de jouer. Et puis, c'est parti sur l'autre côté, là-bas, chez le voisin. J'ai dit, d'accord. Mais c'est quoi le problème? Mais il n'est pas nous rendre le ballon. Viens, toi, tu vas aller chercher. Donc, on peut dire, maman, il t'a appelé. Pour aller récupérer le ballon. Petit. Frère, là, c'est un peu trop me demander. C'est pas mieux qu'on achète un autre ballon. Mais moi, il va jouer comment? Il m'a expliqué que c'est même pas moi. C'est l'autre qui a tiré le ballon là-bas. Moi, je me comme c'est son ballon. Il fallait que ça. Il ne fait que dire ça, mec, appelle papa. Appelle, je vais dire à papa. Et ils sont incroyables, mes enfants. C'est-à-dire que quand je vais me mettre en couple, il faudrait que j'ai. Il fasse la présélection aussi. Il faut que je pose le contexte à ma nouvelle petite amie. D'accord. En disant que je ne suis plus avec la mère de mes enfants. Il faut que ça soit bien clair dans ton esprit, s'il te plaît. Mais il y aura les appels vidéo. Et en fait, les appels vidéo là, non. C'est vraiment mon enfant qui prend le téléphone, c'est pas la deux. Il n'y a pas que la mère est là. Parce qu'ils te disent appelle papa. Donc même à 1h, moi, mon fils, en fait, mes enfants, je ne sais pas. Au début, je me dis qu'il y a un problème. C'est bien, et je disais à la fête des pères que je suis tellement fière des pères de notre génération parce que vous êtes beaucoup plus investis que les pères d'avant. Et on espère que ça va rester comme ça. En tout cas, c'est à nous de donner ça à nos enfants, d'inculquer ça aux enfants aussi. En tout cas, on a fait une grosse virgule. C'est vrai. On revient. C'est vraiment une grosse virgule. Anecdote, c'est un podcast de 4 heures. Je te dis. Donc, est-ce que comment on appelle ça là? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un et puis que tu sens que la personne ne se réjouit pas forcément? Est-ce que je pense, mais c'était quoi celle-là encore? Je pense que ça fait partie des choses qui ont fait en sorte que je me sépare d'une meuf. C'était net la ngouzou. En fait, elle, en fait, elle ne s'intéressait pas à ce que je faisais. Et la vérité, c'est que pour les créatifs, tu ne peux pas évoluer avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que tu fais. C'est vrai. Je n'ai pas dit qu'elle doit venir être là quand je tourne. Mais non. C'est vrai. Mais tu dois t'intéresser. Tu vois, par exemple, je ne peux pas parler d'une émission ou d'un podcast et tu es en mode, tu ne sais pas c'est quoi. Enfin, je ne te demande pas d'être super cultivé, quoi. Genre, tu vas pas connaître les noms des appareils ou voilà, sais pas, mais au moins connaître les concepts. Voilà, mais enfin, tu dois connaître un peu moins le travail. En fait, si on te demande c'est quoi le travail de ton petit ami, tu dois savoir. Mais elle ne savait pas. C'est-à-dire que même quand je dis que je t'en en reportage, par exemple, elle dit OK. Déjà un truc... enfin... C'était plus le désintérêt ce que tu faisais. Ouais, vraiment elle n'était pas concernée. Elle n'était pas concernée. Et puis moi, généralement, quand j'ai une bonne nouvelle,
Ben, c'est à ma mère que c'est ma mère qui kiffe, quoi. En vrai. Peut-être que ma future femme sera machin. Elle va être concernée. On espère. On espère parce qu'effectivement, pour nous les créatifs, on a besoin de soutien, de personnes qui comprennent, de personnes qui nous encouragent. Et ça devrait être comme ça pour tout le monde. Muse, en fait. Voilà. C'est toi qui dois être ma muse. Mon gars, tu m'amuses. Tu vois, par contre, quand tu parles de muse, oui, j'ai eu une muse une fois. C'est une fille avec qui j'ai fait 2 ans ou 3 ans. Et elle était super concernée. Et je pense même que une fois on était à la maison et on a fait une séance photo. Je pense que c'est peut-être la dernière fois que j'ai pris des photos à quelqu'un, des photos intimes. Donc j'ai filmé ses fesses, ses seins. Et c'était des très très belles photos. Moi-même je m'étais surpris. Mais elle, par contre, oui, elle aimait. On discutait de mon travail, on parlait des beaux trucs et tout ça. Après, je ne dis pas que forcément ma femme, si elle se robe la pauvre, elle peut se dire que bon. Ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Mais j'ai dit que c'est toujours un bon point que d'avoir une partenaire qui s'implique un peu. Parce que moi, je m'implique. Hein. Moi, je suis du genre à. Je suis comptable. On va parler un peu de comptable parfois. Hein. Parce que, je suis curieux aussi, donc je te dis que mais la compta, moi c'est quoi? En fait, parce que vous parlez de compta et tout. Et ça fait que même toi, en termes de culture générale, c'est toujours plaisant. Oui. Tu vois, moi je me suis retrouvé rarement dans des repas à table avec des gens et puis... Tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas de quoi parler, ou bien tu parles, tu ne sais pas forcément... C'est tellement intéressant que j'ai toujours un truc à dire. En tout cas, moi, j'ai toujours un truc à dire. Je raconte pas n'importe quoi, généralement. Tu vois un peu. Donc, Ok. Et est-ce qu'il y a un domaine de ta vie, quand même, sur lequel tu appliques le vivon caché? Moi, je réponds tout de suite. Vous allez voir le visage de votre beau-frère au mariage. C'est vraiment le vivon caché pour moi. Mais tout le monde sait que je suis en couple. Tout le monde sait plus ou moins les conditions de ma relation. Voilà, mais vous allez voir les mains, les pieds, le dos. C'est ça là sur quoi j'applique le vivon caché, en fait. Est-ce que toi, tu as un domaine de ta vie où tu te dis, bon, écoute, on peut pas tout partager là quand même. Excepté, comme tu as dit au début, quand il y a des contraintes liées au travail qui vont te dire que non, tu filmes le président, tu dois attendre seulement qu'il soit disposé à poster. Ou bien ça, tu peux pas dire que tu étais à tel endroit et tout. Bon, déjà, pour ce qui est du truc caché là, je pense que ma prochaine relation, je vais pas trop l'afficher. Pourquoi? Parce que... Tu as beaucoup affiché les gens. Même pas. Je dis qu'on se connaît depuis quand? Ça fait peut-être 5 ou 7 ans. Je t'ai jamais vu à l'Anguisie. Grand. Tu vois? Mais il y a seulement les enfants. Tu nous emmènes seulement les enfants, en fait. Tango, c'est qui? En fait, le truc, c'est que je poste beaucoup de gens, donc... oui, on peut pas savoir, ouais. Voilà, effectivement. On peut pas savoir. Et la vérité, c'est que, bon, ça peut faire quand même... Ça peut faire comme quelques années que je n'ai vraiment pas de relation. Donc, alors, mon grand frère, ici présent, est célibataire. C'est un homme intelligent, cultivé, mais créatif, compliqué. sympathique. Voilà. Ouais, mais compliqué. Le truc, c'est que je travaille à construire une relation avec quelqu'un en ce moment. Ok, donc il est pas célibataire. Oui, non, je travaille à construire une relation c'est pas un cœur à prendre, en fait. avec quelqu'un en ce moment, mais je pense que elle est un peu dans une position de... Tu connais trop de gens. Ouais. Oh, moi, je peux pas être en couple avec une star. Je dis Elle me dit que je dis que moi, je suis pas une star, en fait. Tu es une star, faut pas me mentir. Arrête ça, pas nous, s'il te plaît. Vous connaissez les stars. Non, je suis pas une star. En fait, le truc, c'est que je pense que je vais pas afficher ma prochaine relation parce que j'ai vraiment envie maintenant de construire une relation. Ok. Et je pense que moi, tel que je me connais, si je veux construire une vraie relation, il faut quand même que ça soit un truc sia. Tu vois, non? Parce que dès que je vais afficher, et si on n'est pas encore à un certain niveau, on va l'embêter. Ouais. Tu vois, non? On va l'embêter. Je sais de quoi je parle. On va l'embêter dans le sens de... Tu as toujours des gens qui vont trouver des trucs à dire, qui vont sortir un truc, qui vont... Ça va être complexe, tu vois, un peu. Mais non, je n'ai pas des trucs que je... Ok, en gros, toi, pour toi,
partager le bonheur, partager les projets, c'est pas... Il n'y a rien d'interdit, en fait. Non, il n'y a rien d'interdit. Pourquoi? Parce que tu te sentes bien avec le fait de... Parce que tu sais, si tout le monde se met à tout cacher, ou si tout le monde se met à cacher des choses, il n'y aura que des mauvaises choses qui seront montrées. Tu vois, quelqu'un disait que pour lutter contre la guerre, parlons de paix tout le temps. Ça ne sert à rien de dire que ouais, la guerre, non. Dis que non, quand tu fais la paix, tu vois pas que c'est, voilà. Quand quelqu'un en paix, c'est machin. Arrêtons de parler de mauvaises choses à chaque fois. Pourquoi on veut seulement montrer ce qui n'est pas bien? Oh, pourquoi? Pourquoi c'est logique même, je me demande, de montrer seulement ce qui n'est pas bien? Donc quand quelqu'un est content, on ne montre pas. Quelqu'un pleure, ah oui, ça, c'est ça. Il faut mettre ça. Non. Il faut qu'on arrête avec le truc de... Il faut se cacher pour vivre heureux. Non, c'est faux. C'est bien faux. C'est bien faux. Et justement, vu qu'on est sur ça, pour vivre heureux, vivons cachés, ou bien vivons mieux, vivons cachés. Si tu devais réécrire cette maxime-là, qu'est-ce que Mr. Zamba nous proposerait? Je pense que je dirais... Pour vivre heureux, montrons aux gens qu'on est heureux, qu'on est réellement heureux. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tout le monde est comme ça. Moi, par exemple, quand quelqu'un est content, ça m'arrange, tu vois, un peu. C'est bien. La joie est censée être contagieuse. Tu vois. Plus contagieuse que la colère, quoi. Je ne sais pas, peut-être que c'est parce que moi, en fait, je ne sais pas si c'est un défaut ou c'est une qualité, mais j'observe beaucoup les gens. Tu vois un peu. Même quand il y a des filles, par exemple, avec qui j'ai eu des relations, genre, elles m'ont dit, mais comment tu as vu ça? Parce que si quelqu'un m'intéresse, vraiment, je t'observe. Hein. Tu vas pas croire. Hein. Tu vas dire que, oh, il a fait ça comment? Et puis, bon, certains on peut dire que ouais, c'est malicieux, c'est vicieux. Non, mais vraiment, moi, j'observe les gens. Je peux m'asseoir quelque part. Je peux venir à un endroit tous les jours, genre, tu vois, au travail, par exemple. Moi, je pouvais te décrire tous mes collègues. Genre, je vais te dire que non, lui, en fait, il est comme ça, mais parce que... Voilà. Mais sinon, c'est quelqu'un de bien. Tu vois un peu. Et puis, il faut qu'on prenne le temps de se connaître et d'observer les autres. On vit dans un monde où, en fait, on court tous après le temps et on ne prend plus le temps d'observer si est-ce que l'autre va bien, est-ce que l'autre va mal, tu vois un peu. Même dans les posts, hein, quelqu'un peut faire des posts, quelqu'un peut faire des statuts et tout ça. Mais si tu fais attention, tu vas comprendre que la personne ne va pas bien. Bien que la personne va bien. C'est pas parce qu'il a mis un commentaire, un truc, une série de vidéos drôles qui va bien, par exemple. Peut-être ça cache peut-être un mal-être, mais il faut prendre le temps. On ne prend plus le temps pour les autres. C'est pas à notre décharge, c'est pas de notre faute. On a tous ce souci-là de machin, mais non, on ne doit pas vivre caché. On ne doit pas vivre caché. Il faut qu'on arrête de faire... En fait, d'entériner cette histoire-là de vivant mieux, vivant caché, ça veut même rien dire. Vivant mieux, vivant caché. Ça veut rien dire. Là, maintenant, on est vraiment au terme de notre échange, qui était très inspirant, très drôle, très... Voilà. Pour tout vous dire, Judy-Kaël Zamba, et moi, on habitait dans le même quartier. Ouais. On habitait dans le même quartier. Je crois que je l'ai trouvé dans le quartier quand j'ai emménagé. Mais c'est vraiment l'une des personnes... C'est un quartier, j'en ai beaucoup parlé, c'est le quartier qui s'appelle le Port en Haut. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait, et j'aime bien répéter cette pensée-là, que lorsque il y a eu la bataille entre Dieu et le diable, que Dieu a chassé le diable du ciel, là, il est tombé au Port en Haut. Carrément. Je te promets que le diable est tombé au Port en Haut. Parce qu'en fait, la vie là-bas est difficile. Les mentalités sont difficiles. J'ai l'impression que c'est même... Quand tu entres là-bas, tu es dans un autre pays. Parce que les mentalités des gens sont compliquées. La vie est compliquée. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ouais. Les jeunes sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et je crois que Judy-Kaël et moi, on se voit beaucoup au quartier. Je sais pas, on s'aperçoit. Et puis, on se rencontre un jour hors du quartier. Et là, on se dit, mais je connais le visage là. Et tout. Et donc, quand on se revoit au quartier, on recommence à se saluer, on se parle et tout. Mais quand je vous ai dit au début qu'il a un visage très fermé,
c'est que quand je le voyais, les premières fois que je le voyais, je me disais, mais le monsieur là, il a le visage fermé en fait. Et puis quand Junior, parce que c'est Junior qui nous a présenté, nous présente à Entre nous bar à l'époque où c'était au terrain de basket là-bas, je me dis, mais oh, le gars là rit. Oui. vrai, il sourit. C'est vrai qu'il disait bonjour, hein. Vraiment, il disait bonjour avant l'étape Junior, mais... C'était genre des bonjours en mode il passe vite quoi. Et c'est quelqu'un qui a toujours ses écouteurs dans les oreilles. Il marche très vite. Donc en fait, je me suis plu à redécouvrir des aspects de Judy Kael que je connais déjà. Parce que comme je disais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et c'est la première fois, je pense, qu'on s'assoit comme ça pour parler l'un à l'autre, l'un de l'autre, l'un avec l'autre. Ouais. Parce qu'on s'est parlé plusieurs fois, mais c'était toujours pour des raisons bien précises. Et là, vraiment, je te redécouvre et c'est un échange qui m'a énormément plu. Ah, c'est cool. Comme je t'ai dit, je suis convaincue que la grand-mère t'a donné une bénédiction indéniable. Oui. Franchement, je sais même pas si tu réalises que tu as reçu un appareil. C'est pas ta mère, hein. Non, c'est la mère de ta mère qui t'a donné l'appareil. Oui. Dans le carton, c'est même dans le carton de France. C'est que, en fait, tu es bénie. Oui. Et je suis heureuse de compter parmi les personnes qui sont fières. Oh là là. En fait, je suis heureuse d'être fière de la personne que tu es et de celle que tu vas devenir. J'ai hâte de voir ça, en fait. J'espère que l'univers et les ancêtres vont nous garder, de sorte à ce qu'on te voit éclore et porter du fruit. Et voilà, continue d'être le père génial que tu es pour tes enfants. Ça, c'est moi, là, je peux te rassurer. Continue d'être Aujourd'hui, pendant que je t'attendais, j'ai vu ta story et j'ai vu que tu as encore posté la daronne et que tu la félicitais du fait que la petite ait eu le passage en D. Oui. Et voilà, continue d'être le fils que tu es. Continue d'être la personne aimante que tu es. Oui. Et voilà, nous, on va essayer de... Même si on n'a pas le budget pour t'envoyer à Ouagadougou comme le daron, on va essayer de partager, de te donner de la force. Ouais, c'est gentil. Et de parler de ton travail au maximum, quoi. Donc là, j'ai envie que tu laisses un message à Judy Kael de 45 ans. Un jour, comme ça, là, on se recroise dans la rue, tu es déjà bien assis, et puis tu te dis que, mais attends, j'avais même enregistré un épisode de La Folle, là. Qu'est-ce que j'avais dit là-bas, en fait sympa, hein. Tu vois un peu. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais, toi, Judy Kael de 35 ans, adresser comme message à Judy Kael de 45 ans? Bah, écoute, j'ose espérer qu'à 45 ans, tu seras le même gars sympathique. Pas m'en-foutiste, mais bon, qui prend les choses du bon côté. Qui est toujours, ou qui sera toujours le papa aimant. Le fils qui donne le meilleur qu'il peut à sa mère. Hein. Et aussi celui qui est là toujours pour les autres, pour ses amis, pour ses parents. En tout cas, à chaque fois que je peux, à chaque fois que tu pourras. À chaque fois que tu pourras. Et enfin, 45 ans, je pense... non, c'est à 50 ans plutôt. Que tu auras fait un film, un autre film. Parce que je dis qu'à 35 ans, c'est dit que à 50 ans, il sera plus ou moins abouti. Donc à 45 ans, il serait presque là. Donc il pourra maintenant se poser pour faire un film. Parce que je pense qu'à 45 ans, mes 5 ou 6 enfants que j'aurai peut-être déjà, ou 7, auront au moins déjà leur licence ou leur master. Donc ils seront déjà des grands garçons, ils pourront commencer à s'épanouir, quoi. Mais vraiment que tu restes le Judy Kael d'il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Parce que je pense que, en vérité, je n'ai jamais changé. Et je pense qu'il ne changera pas. Voilà. C'est vrai qu'après, il y a la vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais garde à l'esprit que aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, En tout cas, c'est le 28 juin 2026. Voilà. Garde à l'esprit que le 28 juin 2026, tu t'es promis de rester le même. Et puis, voilà quoi. Continue à kiffer. J'espère que tu vas continuer à kiffer ta vie, à kiffer les gens, à faire du bien autour de toi et à être le meilleur Nzamba que tu puisses être. Ouais. En tout cas, Bassé, nous, on te souhaite ça. Et moi, je suis aussi obligée de me laisser un message. Oui, il faut bien. À chaque fois, par rapport au thème. Oui.
Donc, ce que je vais dire à la Darlene qui aura bientôt 43 ans, c'est que, écoute, Darlene, vivons mieux, vivons cachés. À l'âge que nous avons aujourd'hui, on pensait déjà que c'était pour les personnes qui peuvent elles-mêmes porter le mauvais œil aux autres. C'est juste. Toi, tu n'es pas du genre à souhaiter le mal. Si jamais quelqu'un te souhaite le mal parce que tu as annoncé une bonne nouvelle, parce que tu as annoncé une mauvaise nouvelle même, que quelqu'un s'en réjouit, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est pas toi qui as fait confiance à la personne à qui tu t'es confié. D'où le principe de la confiance. Tu te confies par confiance. Le problème, ce n'est pas toi, c'est plus la personne et ses réactions. Ne t'en veux pas de t'être fié à quelqu'un. Ne regrette pas. Et j'espère que tu auras continué d'assainir ton entourage, parce que c'est ça, en fait. Quand on a un entourage sain, on ne se cache pas. Quand on n'a rien fait de mal. C'est vrai. Quand on ne pense pas mal, quand on ne fait pas de mal, quand on a notre entourage qui est sain, qui est propre, qui est... Voilà, on ne se cache pas. Au contraire, on a envie de partager la moindre nouvelle, même quand c'est pas genre un truc grandiose. Genre, j'ai eu mon permis, j'ai réussi à épargner 100 000 ce mois, j'ai réglé toutes mes dettes. Tu es fier d'annoncer à tout le monde. Donc, ne te remets pas en question si les gens ont trahi ta confiance en riant de toi ou en te souhaitant le mal. C'est pas toi, c'est eux le problème. Donc voilà ce que j'ai à me dire. Je ne sais pas si Judy Kael a un message maintenant, cette fois-ci, pour tous les fiers trentenaires du monde entier qui nous écoutent. Mais écoutez, l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Hein. En vérité, l'état d'esprit ne vieillit pas. L'état d'esprit ne change pas. Je suis plutôt joyeux, tout le temps rigoler. Je pense qu'à 70 ans, ce sera la même chose. Ce serait un genre de papier un peu éclaté qui va kiffer avec... parce que je me suis toujours dit que chez moi, tu vois, j'imagine les dimanches avec tous mes petits-enfants. Barbecue. Voilà. Tu vois un peu. Donc oui, ça c'est... J'étais gamin, je pensais déjà ça. Donc quand je se réveille, je pensais ça. Kiffez vos vies. Franchement, il y a la guerre dans le monde, il y a des gens qui sont malades, les gens meurent. Tant que vous vivez, kiffez, laissez les regards des gens, c'est que les gens vont raconter. Ne faites pas du mal aux autres. Ne faites pas du mal aux autres. Si tu avais oublié ça, j'aurais dit faites du bien autour de vous. Faites toujours du bien autour de vous. Vraiment, c'est une phrase qu'on dit comme ce que je dis comme ça, mais vous enfin, si vous êtes à ma place un jour, vous comprenez pourquoi je dis ça, parce que j'ai fait du bien autour de moi, même pour des petites choses que tu trouves que c'est rien, quoi. Ça peut t'ouvrir la porte quelque part, on peut te protéger quelque part, même si on veut te faire du mal. Donc, faites du bien autour de vous. Voilà. Merci pour l'invitation. De rien. C'est la première fois que je suis invité à un podcast où je parle de moi. Généralement, je passe à des émissions pour parler d'événements et autres. Aujourd'hui, je pense que j'ai parlé des choses, c'était la première fois. Et donc, c'était plutôt sympa, ça fait plutôt du bien. Et ça va te faire encore plus de bien quand tu vas écouter l'épisode. Ouais, en plus. Parce que oui, je vais réécouter tranquillement. Je vais me réécouter et nous réécouter. Et donc, ouais, merci. De rien, Judy Kael. En tout cas, dans quelques semaines, je pense que quand cet épisode sortira, on aura déjà célébré l'anniversaire de Judy Kael. Mais après lui, ce sera mon anniversaire. Donc, pour cette occasion-là, je vous ai préparé un épisode assez spécial. Du jamais vu, mais vraiment du jamais vu depuis qu'on a commencé le programme. Donc, n'hésitez pas à rester connectés, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode qui viendra juste après. D'ici là, laissez-nous vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter. En fait, on sait qu'on a beaucoup bifurqué. Ouais. En fait, c'était une discussion de deux amis, quoi. Donc, désolé pour vous, mais là... Ouais. En tout cas, on espère quand même que ça vous a plu. On espère on est quand même resté sur le thème, qu'on vous a éclairé par rapport à Vivons mieux sans se cacher, parce que c'est l'épisode, c'est le thème qu'on a choisi tous les deux. Vivons mieux sans se cacher. Donc, j'espère qu'on vous a éclairé et qu'on vous a donné l'envie, désormais, si vous étiez du genre à dissimuler tout et n'importe quoi,
à vous ouvrir un peu plus et à profiter surtout de votre vie. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup à Monsieur Zamba pour sa disponibilité. Je t'en prie. Si ça vous intéresse de le découvrir davantage, vous pouvez vous abonner sur ses réseaux sociaux. Monsieur Nzamba. Maintenant, Instagram, Monsieur Nzamba. Facebook. Monsieur Nzamba. Non, Facebook, c'est quand même Judy Kael Zamba. Oui, il y a la page aussi, Monsieur Nzamba. Ah, ok, Monsieur Zamba. Mais je dis quand Nzamba, si vous voulez, hein, c'est le même humain. Voilà. Donc, TikTok. Nzamba. Mon TikTok, c'est Nzamba, quoi. En tout cas, c'est Nzamba. Hein. Nzamba 92 ou quoi. En tout cas, c'est Nzamba. Ok. Est-ce qu'il a Twitter? Oui, j'ai Twitter. Donc, toujours. Monsieur Zamba. Ok. Ouais. Abonnez-vous si ça vous intéresse de découvrir davantage le personnage derrière Mister Zamba. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux si vous ne l'êtes pas encore, mais surtout de partager l'épisode autour de vous. Vous avez forcément un ami qui n'aime pas donner les infos aux gens sous prétexte que partagez-lui l'épisode. Bref, c'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bisous. Au revoir.